Vous avez du mal à gagner de nouveaux fans sur Instagram? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode hors série de l'été qui sera consacré à Instagram. Et oui, Instagram, ce réseau social qui prend tellement de place, qui change tellement le paysage du tourisme aussi, qui change aussi le paysage du shopping, qui change le paysage de beaucoup de choses, mais qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Alors, j'espère que ce mois de juillet se déroule bien pour vous, hein. Vous avez probablement fait des photos sur Instagram, ou en tout cas regardé ce qui se passait sur Instagram. Peut-être avez-vous choisi vos destinations de vacances sur Instagram. En tout cas, je vous remercie d'écouter cet épisode de podcast. Je sais que certains d'entre vous écoutent ces épisodes en courant, en marchant, dans leur travail, mais aussi certains m'ont envoyé un message pour me dire j'écoute les épisodes sur la plage. Bah oui, hein, c'est l'avantage du podcast, on écoute les épisodes où on veut, comme on le souhaite. Moi j'en écoute énormément en courant et en marchant, mais aussi en allant faire mes courses, et aussi en travaillant, comme ça me fait un petit... ça remplace la radio, ça remplace la musique de fond. Bref, c'est le gros avantage du podcast, et c'est aussi ce qui me permet, moi, de pouvoir aller plus au fond dans certains sujets, puisque, encore une fois, je vous propose un épisode qui va être plutôt complet, je vous préviens, on a parlé une bonne heure et demie avec mon invité, et mon invité, c'est un petit jeune aujourd'hui. Bah oui, la semaine dernière, on disait avec Céline que... on faisait un peu discussion de dinosaures, vous voyez, on disait oui bon, on a commencé à créer des sites internet dans les années 90, des choses comme ça faisait un petit peu dinosaure. Et je pense qu'en fait, on a peut-être commencé à créer des sites internet alors que notre invité n'était pas né, ou juste qu'il venait de naître. Et oui, parce que Tony Neves, qui est mon invité, a 22 ans, voilà, et lui, il crée du contenu depuis quelques années, et il le fait fort bien, et je l'ai découvert un petit peu par hasard, par la qualité de ses contenus. Alors il y a du podcast, de la chaîne YouTube, il doit avoir un petit bout de blog qui est coincé quelque part, qui est caché quelque part plutôt, une newsletter, et puis il fait des formations où il explique aux gens comment créer du contenu. Bref, on fait à peu près la même chose. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé chez Tony, c'est son compte Instagram. Il a un compte Instagram alors qui a autour de 8000 abonnés. Moi j'ai commencé à le suivre, il en avait beaucoup moins. Et ce qui m'a frappé, c'est que Tony gagne des fans, et gagne des fans très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, c'est qu'il en gagne plusieurs dizaines, plusieurs centaines par semaine. Et c'est assez visible sur son profil. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que Tony ne gagne pas des fans en se mettant à poil, en partant en vacances, ou en faisant des blagues, en faisant rire ou quoi que ce soit. Non, il le fait en racontant des choses très sérieuses, c'est-à-dire à peu près les mêmes choses que ce que je raconte moi, c'est-à-dire de la création de contenu, de l'entrepreneuriat, comment se lancer, comment avoir des idées, comment faire des vidéos sur YouTube, comment faire de l'Instagram, etc. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, comment ce petit jeune là arrive à gagner autant de fans? C'est qu'il a maîtrisé, il a trouvé quelque chose dans Instagram pour arriver à utiliser cet outil-là d'une manière beaucoup plus efficace que moi, tout simplement. Alors j'ai décidé d'inviter Tony sur le podcast pour parler d'Instagram. Et c'est un sujet qui est vaste. On a parlé environ 1 heure et demie de tous ces sujets-là. Attention, je dis tous ces sujets-là, c'est difficile de faire une liste. On a parlé bien sûr de Instagram, qu'est-ce qu'on pouvait en faire maintenant, les stories, IGTV, les astuces pour utiliser IGTV, des astuces sur les stories, faut-il publier des photos à du texte court, des textes longs, faut-il mettre des vidéos dans son flux, est-ce qu'on a des conseils pour produire plus vite, quels sont ses conseils à lui pour mettre des photos par exemple tous les jours, est-ce qu'il y a des heures de publication plus ou moins dictées, est-ce qu'il faut regarder les heures de publication, est-ce qu'il faut utiliser la publicité, est-ce qu'il faut utiliser des bots, est-ce qu'il faut faire de la stratégie de follow pour follow, est-ce qu'il faut aller commenter chez les autres personnes, bref, tout un tas de sujets, des questionnements que vous avez certainement dans la tête et que moi j'ai dans la tête. Alors, on a discuté de tout ça, voilà, une bonne heure et demie avec tous ces conseils, toutes ces astuces, pas mal de petites choses comme ça qui restent aussi en suspens parce que comme on l'a dit, c'est une plateforme qui évolue tellement vite qu'il y a des fonctions qui arrivent toujours en permanence. On n'a pas abordé toutes les fonctions qui naissent, voilà, par exemple, il y a des fonctions qui sont arrivées comme les discussions, les chats, les choses comme ça, dont on n'a pas encore vraiment beaucoup de retours, vraiment beaucoup de recul, de même que IGTV par exemple, qui n'a qu'un an, on a l'impression que c'est installé la vidéo sur Instagram, et IGTV par exemple n'a qu'un an, et on n'a pas encore toutes les clés, voilà, est-ce qu'il faut utiliser IGTV, à quel point il faut utiliser IGTV, vous allez voir qu'on est peut-être pas entièrement, on le fait pas tout à fait de la même manière, ou en tout cas, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais
Instagram lui-même ne semble pas tout à fait encore savoir où ils vont, peut-être qu'ils se cherchent, et peut-être que pour nous, créateurs, c'est une bonne opportunité. Alors nous avons discuté de tout ça avec Tony, je vous le dis, dans un épisode qui fait environ 1h30 à peu près, vous avez maintenant l'habitude, hein, c'est le bonheur des hors-séries de l'été, c'est que il y a plus de place, hein, comme c'est le seul épisode de la semaine, et ben je prends un peu plus mon temps pour creuser ce sujet-là, et j'espère que vous appréciez ces épisodes. J'ai eu de très bons retours sur les 2 premiers hors-séries, j'espère que celui-là vous plaira autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mettre un petit commentaire, faire passer tout simplement l'épisode à quelqu'un à qui il pourrait être utile, hein. Si vous connaissez quelqu'un qui veut créer du contenu, veut se lancer, alors dans ce cadre-là sur Instagram, et la semaine dernière c'était sur les blogs, c'était aussi sur la création de contenu en général, sur le premier épisode avec Fitness Smith, n'hésitez pas à leur transmettre les épisodes, à leur expliquer comment s'abonne à un podcast. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, sur Google Podcast, mais aussi sur Spotify, sur Deezer, hein, le podcast est un petit peu partout. N'hésitez pas à leur expliquer, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sur iTunes et sur les plateformes de podcast, ça aide le podcast à se faire connaître. Et sur ce, maintenant, je vais vous laisser écouter notre discussion avec Tony, où nous avons parlé de tout ce qui fait le charme d'Instagram actuellement, et comment est-ce qu'on peut essayer de gagner des fans, sachant que je lui ai rappelé et je lui demande s'il pense que c'est possible. Mon objectif à moi, je vous l'ai dit sur 2019, c'est d'arriver à passer la barre des 10 000 fans. Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais pas y arriver? Pour l'instant, j'ai le sentiment que moi c'est mal parti, mais en écoutant les conseils de Tony, j'ai réfléchi à de nouvelles choses que je vais mettre en place, et on va voir si ça permet de mieux décoller. Donc je vous laisse maintenant sur cette discussion avec Tony, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Tony, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien, merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler sur le podcast. Aujourd'hui, on va aborder, alors je le dis déjà, on va parler d'Instagram, on va parler de plein de choses, mais d'abord, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, de nous dire un petit peu qui tu es et un petit peu ton parcours. Ok, alors moi je m'appelle Tony, je suis créateur de contenu sur Internet. J'ai commencé il y a 2 ans maintenant, enfin un peu plus de 2 ans même, sur YouTube. J'ai commencé à créer du contenu. Je parle essentiellement de thématiques autour justement de la création de contenu, donc de la vidéo, du podcast, aussi des réseaux sociaux. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide les créateurs de contenu sur Internet à créer du meilleur contenu, à développer leur audience, à gagner en productivité pour qu'ils puissent réussir à vivre de leur passion. D'accord, donc on va dire, c'est presque un très court résumé de ce que je fais. C'est ton elevator pitch en fait, directement, voilà. Vraiment calibré façon elevator pitch. Donc là, on voit vraiment que tu as l'habitude de te présenter, mais c'est un très bon truc parce que je dis souvent, ceux qui n'ont pas l'habitude de se présenter, des fois ils en font un rallonge, alors que là, tu nous as fait un elevator pitch très précis. Mais comment alors je l'ai pas dit parce que sur un podcast de vieux comme les invités précédents étaient vieux, enfin pardon, excusez-moi, les invités précédents ils étaient plus âgés que toi. Ouais. Céline que j'ai eu il y a quelques jours avait mon âge, tu vois, et moi j'en ai 42, je vais sur mes 43, mais toi tu as que 22 ans. Alors la question c'est pourquoi est-ce que j'invite un petit jeune comme ça qui en plus a priori, et on peut le dire, on a l'impression qu'on pourrait être concurrent, qu'on fait la même chose, etc. Pourquoi je t'ai invité? Tout simplement, et je le dis très vraiment sincèrement, c'est que d'une part je trouve que ce que tu fais est très intéressant, j'écoute ton podcast et je retrouve des idées, et puis il y a un truc, c'est que je m'étais abonné à ton compte Instagram, et sur ton compte Instagram je vois un truc, c'est que toi t'as un compte qui progresse. Je me dis, mais comment il fait pour avoir un compte qui progresse? Alors je me suis dit, bon, je vais m'intéresser un petit peu plus au personnage, regarder un petit peu ce qu'il fait. Et donc c'est pour ça que je voulais t'inviter. Mais avant qu'on parle d'Instagram, parce que c'est vraiment le cœur, quand même, la question que je me pose, c'est quel est ton déclic pour te lancer dans la création de contenu il y a 2 ans, donc tu as 20 ans comme ça. On pourrait se dire que le parcours, ça pourrait être de dire tu vas faire des études, tu peux faire avoir un métier, on va dire classique. Je sais pas ce que tu as dit à tes parents en disant je vais me lancer dans le contenu, ou qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, il y a pas si longtemps que ça, quoi. Non, il y a quelques années. Comment tu te lances finalement, et quel est ton déclic pour te lancer, pour dire allez je vais me lancer? Alors, je sors d'une famille je viens d'une famille qui est très axée un petit peu façon de faire standard, c'est-à-dire que mes parents sont tous les 2 salariés, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, ma sœur a fait pas mal d'études, donc on est très axé, enfin surtout mes parents sont très axés comme ça, fais de longues études, trouve-toi un travail, un CDI, quelque chose de très stable. Mais en fait, quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait un BTS de mes 18 à mes 20 ans,
À la fin du BTS, j'ai vite compris que d'une part les études c'était pas fait pour moi, bien que j'ai obtenu mon BTS, et deuxièmement j'ai vite compris aussi que le salariat c'était pas fait pour moi. Je pense que ça vient en fait de l'expérience que j'ai eue justement en tant que salarié. J'ai travaillé du coup pendant 2 ans le long de mes études en alternance dans un magasin de vêtements. J'aimais bien ça au début, sauf que le côté manque de liberté, manque de progression, métier qui est pas forcément très créatif, où en fait c'est un petit peu tous les jours la même chose. J'ai vite compris que c'était pas fait pour moi, et au début je voulais entreprendre dans quelque chose de physique parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était je suis un peu un fan de sneakers, de chaussures, et au début je voulais monter en fait ma boîte là-dedans, donc mon magasin. Sauf que quand j'ai commencé à regarder comment ça se passait en France, au niveau des impôts, au niveau des charges, etc., je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure solution à 20 ans de s'engager dans un projet aussi gros. Et de fil en aiguille, en fait, en parcourant un peu YouTube, etc., mais vraiment au hasard, je tombe sur des vidéos justement de mecs qui voyagent, qui prennent leur caméra, qui parcourent le monde, et ça m'attire beaucoup. Pour 2 raisons. La première, c'est un peu cette liberté que tu peux avoir, que de faire ce que tu veux. Et la deuxième, c'est que j'ai toujours aimé voyager. Donc je commence un peu à creuser là-dedans. Je regarde comment est-ce que les mecs font, de quoi ils parlent, comment ils gagnent leur vie. Et en fait, le déclic, il s'est fait comme ça. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est petit à petit. Je commençais vraiment en fait à me poser la question, à me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et ce projet-là, il prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place, mais j'ai quand même du mal à me lancer. De par tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, les parents qui sont très axés études, travail, ça a été très dur pour moi à 20 ans, t'imagines, dire à tes parents j'arrête les études, j'arrête le travail, je vais me lancer sur YouTube, je vais faire des vidéos et je vais gagner ma vie comme ça. Donc ça a été très compliqué, j'ai mis je crois bien plus de 6 mois facile avant de prendre cette décision, mais je me suis dit que ça valait le coup au moins d'essayer. Peut-être que j'allais pas y arriver, peut-être que ça allait se casser la gueule, mais je me suis dit quitte à ce que ça se casse la gueule, autant essayer. Et donc je publie ma première vidéo, des débuts très très compliqués, très peu d'abonnés, personne me fait confiance, personne regarde mon contenu, et je continue quand même à publier, à progresser, je cherche un petit peu à parler des sujets qui me plaisent, et 2 ans plus tard aujourd'hui j'en vis. Mais ce qui a été vraiment le réel déclic pour moi, c'est l'expérience que j'ai eue en tant que salarié, qui m'a déplu et qui m'a fait comprendre très vite que c'était vraiment pas une voie qui était faite pour moi. C'est-à-dire que à 20 ans finalement, tu t'es dit j'ai pas envie d'être salarié, je vais tenter l'aventure à mon compte. Finalement, t'as fait un parcours, j'ai envie de dire c'est un accéléré, parce qu'il y en a qui attendent d'avoir 40 ans, la crise de la quarantaine ou quoi que ce soit pour arriver à ce niveau-là, toi directement à 20 ans. Mais je crois qu'en fait c'est vraiment un petit peu, on va pas faire une caricature des générations, mais je pense, franchement, je pense que c'est notre génération. Ouais, et que si les entreprises veulent attirer des bons talents, des gens vraiment très intéressants, ils doivent vraiment prendre en compte ce caractère très particulier, que finalement ceux qui ont, j'ai envie de dire, les têtes bien faites, parce que je pense que t'as une tête bien faite pour arriver à faire ce que tu fais, ont pas envie d'être dans des carcans comme pouvaient être leurs parents, etc. Et qu'il faut laisser de l'espace et de la créativité, des choses comme ça. Je pense que aujourd'hui le jeune, quand je dis jeune, c'est vraiment notre génération à nous, les 90-2000, ont cette envie de liberté et de pouvoir se dire c'est pas vraiment le boulot en fait qui est dérangeant en soi. Moi j'aime travailler, j'ai jamais renié le travail, mais c'est vraiment ce côté liberté. Et pour discuter avec beaucoup d'amis à moi, certains sont entrepreneurs, d'autres le sont pas du tout, ils sont un peu de plus en plus tous à la recherche de cette liberté là, de pouvoir bosser un petit peu quand ils veulent, d'où ils veulent, etc., et de plus être obligé d'aller au boulot tous les matins, tu sais, le fameux métro boulot dodo, etc. Je pense que c'est un truc, comme tu as dit, que les entreprises, si elles veulent aujourd'hui attirer de bons profils, doivent prendre en compte, parce que c'est comme ça que tu vas finalement attirer des personnes qui sont compétentes. Plutôt. Ouais. Et je pense que ça fait vraiment partie de... alors, moi, c'est un sujet qu'il n'aborde pas, mais qu'il y a des entreprises qui se posent comme question, c'est de comment on se rend séduisant pour des bons talents, etc. Et je pense vraiment que ça en fait partie. C'est aussi d'ailleurs comme ça que les startups, les grosses startups ont réussi à attirer des talents en leur disant, vous n'allez pas vraiment travailler dans le même cadre, etc. Même d'ailleurs aussi la notion de remote, de travailler à distance. Ouais, c'est ça. WordPress n'a plus de bureau. Il y a des entreprises comme WordPress qui ont fermé leurs bureaux.
parce que personne ne venait jamais au bureau. Voilà, ça les empêche pas de progresser. Ça fait aussi partie de ces aspects-là, etc. Et c'est un peu la magie d'Internet, c'est que finalement, ça permet tout un tas de choses, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se rendent pas vraiment compte de ça, et qui au final après se retrouvent avec des personnes qui des fois elles cherchent un petit peu. Alors attention, je dis pas à se planquer ou des choses comme ça, mais sont peut-être moins créatives dans leur esprit. Et pour Internet, pour les métiers d'Internet, on a besoin de gens créatifs, on a besoin de gens qui trouvent des idées, etc. Notamment parce que pour émerger, pour arriver à se faire connaître, si on n'a pas d'idées, on n'y arrive pas. Et toi, tu as des idées, et c'est de ça dont on va parler. C'est que je leur dis, on va parler d'Instagram, hein, c'est que finalement, tu sembles avoir... Alors, je leur dis, t'as combien d'abonnés? T'as autour de 9000, un peu moins de 9000 actuellement? Ouais, sur Instagram, 8005. Ouais, 8005. Donc, c'est pas, tu fais pas partie des méga stars Des avec influenceurs, des centaines de milliers de gros de nombre de fans. Mais par contre, je pense qu'à la différence de beaucoup des influenceurs, c'est que toi, ton compteur doit être positif. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les stats, je pense que toi, tu gagnes plus de personnes que tu n'en perds. Hein? Est-ce que je me trompe? Oui, non. Non, je gagne plus de personnes que j'en perds, donc mon compte progresse tranquillement. Mais surtout, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que ce qui va compter, c'est pas la quantité, mais bien la qualité, en fait. Ça veut dire que bon nombre de personnes aujourd'hui ont des comptes Instagram moi j'ai 8005, il y en a beaucoup qui ont 9000, 10 000, 15 000, mais en matière d'engagement, d'échange avec l'audience et peut-être en matière de revenus, mais ça je pourrais jamais savoir ce qui se passe de leur côté à eux, il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que avoir 10 000 abonnés mais faire 150 likes par post, est-ce que réellement ça a une utilité, tu vois? Bon, comme tu as parlé de la barrière des 10 000 abonnés, on va quand même en parler parce que elle fait partie quand même de ces trucs là, le swipe up, etc. Ça fait partie de cette limite hein, quand même qu'Instagram a mise. D'ailleurs, moi je pense qu'il devrait l'enlever parce que c'est ce qui génère aussi tout un tas de merde, acheter des fans, etc. et autres. Mais est-ce que tu crois enfin maintenant, hein, tu vois, quand on se lance comme ça, que gagner 10 000 abonnés sur son compte Instagram, tu penses qu'on peut le faire raisonnablement? Tu vois, si je te dis aujourd'hui, j'en ai 5963, tu vois, moi c'est mon chiffre ce matin. Si je te dis j'ai envie d'en avoir 10 000 avant la fin de l'année, tu me dis t'es fou, ou tu me dis c'est possible, ou alors tu me dis vraiment c'est trop facile, on fait ça en 2 mois. Alors trop facile, on fait ça en 2 mois, je pense pas. Je pense que c'est faisable. Après, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Sur Instagram, en fonction des profils et des personnes, il y a disons que chaque thématique va avoir son plafond, tu vois, son potentiel. Et si par exemple on parle de création de contenu ou d'entrepreneuriat, etc., c'est des thématiques qui quand même sont amenées à être moins virales ou à se développer moins rapidement que des thématiques qui sont un peu pour monsieur et madame tout le monde, tu vois. C'est-à-dire la thématique tu regardes les influenceurs, la thématique de la mode, la thématique de la nourriture, etc. C'est des thématiques où là réellement t'as un potentiel de croissance qui est juste hallucinant parce que juste ça plaît à tout le monde. Donc ça va dépendre des profils, ça va dépendre des personnes aussi, du travail fourni, mais je te dis que c'est largement faisable d'ici fin d'année que de gagner 5000 abonnés. Parce que si tu comptes, ce que j'aime bien faire, c'est sur Instagram et dans d'autres domaines, c'est en fait diviser en petites actions ou petits résultats. Si tu calcules, on va dire, il reste 6 mois avant la fin de l'année, ça te fait ça te fait 4000 abonnés ou même 5000 sur les 6 derniers mois, enfin sur les 6 prochains mois, pardon. Ça te fait moins de 1000 abonnés par mois, ça te fait peut-être entre 150 à 200 abonnés par semaine. Donc c'est pas non plus un objectif qui est inatteignable. Alors, bon, dit comme ça paraît pas inatteignable, sauf que, oui. Et c'est une grande question qui se pose, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de t'inviter, quand on parle quand même avec beaucoup de gens, on a le sentiment que la viralité sur Instagram, elle est difficile à atteindre, qu'on a du mal à gagner énormément de fans, que ça va pas si vite, ou alors que on en gagne quelque part d'un côté mais qu'on les perd très rapidement de l'autre, ou même j'ai des gens qui me disent j'ai l'impression que plus je poste et plus je perds de fans, est-ce que j'arrête de poster? Alors bon, on peut se dire que ça leur sert à rien d'avoir un compte Instagram s'ils arrêtent de poster, oui, mais on trouve quand même, et après je pense que ça vient aussi de Facebook hein, qui modifie beaucoup les algorithmes en ce moment, on le voit beaucoup, que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, de savoir finalement comment tout ça marche, hein, la mécanique précise.
Moi, je pense que les personnes, parce que avec l'expérience, j'ai pu parler avec beaucoup de monde, d'élèves, d'abonnés, etc. En fait, je pense que les personnes font beaucoup trop une fixette sur sur justement ce fameux algorithme secret, comme si Instagram avait une liste à puces où c'était écrit si tu veux réussir sur Instagram, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je pense que oui, il y a des algorithmes, évidemment, il y a des choses qui changent, ça bouge un petit peu, mais le principe même en fait du réseau social reste le même. C'est comme pour YouTube, c'est comme pour le podcast, c'est comme pour tout. Il faut juste avoir un engagement de ton audience envers ton contenu, créer du contenu de qualité, et le principe c'est que plus tu vas réussir à faire engager ton audience envers tes photos, plus Instagram va te mettre en avant. Après, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se modifient au fil des semaines, des mois, mais le principe même, le cœur même, il est là en fait. Et je pense que les gens sont trop à la recherche de petites techniques secrètes, comme si on va leur dire mets une photo comme ça ou écris un texte comme ça et ton compte va exploser. Ça marche pas comme ça. Il faut créer en fait la base de tout. Tu sais, c'est comme sur YouTube. Sur YouTube, les gens sont à la recherche d'un secret pour avoir plus d'abonnés. Le secret, il est simple, c'est de faire de bonnes vidéos, parce que le but de YouTube, c'est que les gens restent sur ta vidéo. Et ben sur Instagram, c'est pareil. Plus une personne va rester sur ton compte, va rester sur tes photos, va naviguer en fait et va montrer qu'elle porte de l'intérêt envers ce que tu fais, plus Instagram va mettre ton compte en avant chez cette personne-là et plus tu vas réussir à te développer. Oui. Alors, ce qui est quand même compliqué à faire, hein, et c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on comprend un petit peu la décision des gens finalement, c'est que on a dû. Alors, je le donne comme ça. Hein, le sentiment, c'est que les gens ont du mal à comprendre finalement quelle est la finalité d'Instagram. Parce qu'Instagram est né comme étant un réseau social basé sur la photo. On a quand même l'impression que de plus en plus le texte prend de la place importante. Alors je sais pas ce que t'en penses, texte long ou texte court. Ouais, je pense que ça prend de plus en plus de place dans le sens où Instagram est aujourd'hui devenu une plateforme pour moi éducative dans beaucoup de domaines. Et justement, en fait, on est vraiment, je pense qu'on on est en train de passer un cap. En termes d'utilisation sur Instagram il y a quelques années je poste une photo de moi devant le miroir, les gens like, parce que en fait on est passé pour moi d'une plateforme très égocentrique à la base où c'était je montre ma vie, regarde comme elle est belle, et les gens likaient en fait et bavaient un petit peu sur la vie des autres, et on est en train de passer sur une plateforme qui reste à la base égocentrique mais où il y a quand même plus de valeur ajoutée, où il y a quand même plus d'apprentissage. Moi, je suis abonné à très peu de comptes, je crois que je suis abonné à 130 ou 140 personnes, mais chaque compte auquel je m'abonne, la plupart du temps, c'est des comptes que je consomme parce que j'adore ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'apprends toujours quelque chose. Donc je pense que il y a de plus en plus justement de paramètres qui rentrent en compte, et Instagram, pour moi, c'est plus qu'une simple plateforme photo où tu partages ta photo de vacances, mais ça devient une vraie plateforme éducative où tu peux apporter de la valeur, ajouter des descriptions. On peut parler aussi d'IGTV, de la vidéo, etc., qui prennent de plus en plus de place. Oui, alors IGTV, alors, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu utilises toi un petit peu IGTV, quelle vision tu as de cet outil-là en fait? Moi, je pense qu'IGTV, alors j'utilise peu pour l'instant. J'ai fait peut-être 4 vidéos, je crois. Parce que du coup, moi, je me focalise plutôt sur YouTube. Je publie déjà des vidéos, donc je me dis qu'est-ce que je vais publier sur IGTV. Pour l'instant, je reste un peu en suspens, mais je pense qu'il y a quelque chose à gratter sur IGTV parce que c'est une plateforme qui va, je pense, à l'avenir s'amener à se développer, enfin un format plutôt, dans le sens où la vidéo, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, et je pense qu'Instagram et du coup Facebook ont vraiment envie de prendre ce tournant-là de la vidéo, et le jour où en fait IGTV va permettre, s'ils le font, le référencement par rapport aux mots-clés et de rechercher directement en fait des titres de vidéos, là ça va devenir vraiment intéressant, je pense. Et je regarde un petit peu ce qui se fait notamment aux États-Unis, beaucoup dans le sport d'ailleurs en ce moment, sur IGTV, et de plus en plus de personnes sont en train déjà de créer IGTV et de consommer aussi IGTV. Donc je pense que c'est une plateforme sur laquelle il est intéressant de se placer aujourd'hui, justement parce qu'il n'y a pas énormément de monde et qu'il suffit d'une petite mise à jour pour vraiment faire la différence. Oui, et puis comme c'est une plateforme qui est en train de naître, ils ont plutôt intérêt à pousser les contenus de ceux qui font du contenu, qui ont un peu de visibilité. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que là, j'ai mis quelques vidéos sur IGTV et me suis rendu compte que j'ai des vidéos qui font 1000 vues assez facilement. Alors j'en avais quelques-unes qui faisaient 20 ou 30 vues il y a pas longtemps. D'un coup, elles se mettent à faire 1000 vues.
Alors, il y a deux aspects là-dedans, hein. Il y a un aspect, et je le dis parce que l'autre jour j'ai une discussion sur Twitter avec quelqu'un, c'est le partage dans le flux général, hein, en fait, quand on met une vidéo sur IGTV, Oui, voilà. il nous Déjà, ça passe propose en de la post. partager en post. Et là, vraiment, je vous conseille, mais vraiment, je vous le conseille, d'activer cette option-là parce que ça fait vraiment la différence. Je sais pas si toi t'as fait des tests, bon t'as 4 vidéos, mais je pense que t'as dû faire quelques Ouais, bah tests. Ça fait... j'ai fait des tests. Ouais. Enfin, j'ai publié comme toi, j'ai publié donc sur IGTV et j'ai partagé 1 minute du post en post Instagram et bah du coup c'est génial parce que ton post Instagram c'est comme un post normal, donc tu le références sur tes hashtags, tu peux le repartager en story. Enfin, t'as une vraie réelle interaction et pour ceux qui justement veulent voir la vidéo IGTV, ils ont juste à cliquer dessus. En fait, c'est tellement intuitif et tellement dans l'application elle-même que c'est super facile d'utilisation et ça te permet d'attirer des gens vers IGTV facilement. Oui, et moi je suis en train de regarder mes stats et la différence, c'est une vidéo fait 40 vues d'un côté et 1100 de l'autre, à Ouais. peu près, ou 800 de l'autre, et puis une que je vais partager fait 16. Donc vraiment pour vous donner un ordre d'idée, on peut dire qu'il y a la qualité de la vidéo, des choses comme ça, parce qu'il y en a une qui fait 200, mais vraiment c'est un aspect important. Alors je sais que ce qui va refroidir un petit peu les gens dans l'aspect, je sais pas si toi t'as trouvé la martingale magique, le système, c'est le calage de l'image qui va apparaître dans le flux, parce que ceux qui veulent avoir un flux qui soit très propre, Ah oui. il y a une espèce de recadrage, ils prennent une partie de l'image, on peut uploader sa propre image, mais bien sûr on a une tendance à l'uploader dans un format, et en fait c'est vraiment une discussion que j'avais l'autre jour, hein, c'est de dire mais comment est-ce qu'ils recadrent cette image-là? Alors ceux qui sont très attachés à leur beau flux, etc., le calage, faut dire, hein, moi je pense, il faut avoir un compte de test, déjà pour tester un petit Pour peu, voir essayer, ouais. ce qui va se passer, mais je crois hein, que des fois il vaut mieux s'asseoir sur son flux parfaitement propre, et de se dire qu'on aura plus de vues, plutôt que d'être certain, parce que je pense qu'on sera jamais certain du calage exact. Je sais pas si toi tu as vu un petit peu des astuces pour être bien calé, mais c'est Bah, vraiment un format spécial, quoi. j'ai pas encore vraiment creusé sur IGTV parce que c'est une plateforme que j'ai très peu utilisée, mais je sais que parce qu'en fait IGTV quand tu mets une image de fond, tu sais qu'il va apparaître en publication. Tu peux en fait c'est qu'il te demande de choisir un passage de la vidéo voilà en image de fond sur ton Oui. feed. Moi, ce que j'ai vu beaucoup faire et qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au début de ta vidéo ou au milieu ou à la fin, tu mets tu mets cette miniature là en fait, cette fameuse miniature que tu vas mettre dans ton feed, tu la crées, tu la laisses peut-être 2-3 secondes comme une sorte d'introduction avec un titre et derrière tu l'utilises pour ton feed Instagram. Je connais un mec qui fait ça, qui s'appelle Marcus Philly dans le domaine du sport, qui fait beaucoup de vidéos et beaucoup d'IGTV et si tu vas sur son feed Instagram, il a un feed qui est très harmonieux, qui est très joli. Pourtant la plupart de ses photos sont des photos qui sont tirées de ses vidéos IGTV, tu vois. Ouais. Après il y a un autre aspect aussi je pense qui est important à prendre en compte, c'est de bien créer des vidéos format story Instagram. Et ça je pense que c'est encore trop négligé aujourd'hui parce que les gens sont peut-être un petit peu feignants, je sais pas, mais ils ont pas envie en fait de prendre le temps de vraiment cadrer au format IGTV et je pense que justement c'est très important parce qu'on va sur IGTV pour regarder de l'IGTV, pas pour regarder une vidéo YouTube en horizontale. D'ailleurs, ils ont ajouté l'option, si jamais dans la dernière mise à jour, mais je trouve ça plus intéressant de la mettre au format vraiment story. Ouais, bon alors pour finir sur cette image IGTV, on peut aussi uploader, hein, quand on met une vidéo sur IGTV, sa propre vignette, hein, mais on n'a qu'une chance, c'est-à-dire qu'on peut l'uploader une fois, on peut pas avoir à la modifier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vous la font uploader dans un format 4/5, donc qui n'est pas le format du 9/16 de classique de la vidéo de départ, qui est le format 4/5, qui est en fait grosso modo le même format si ceux d'entre vous qui publient des photos en format vertical. Moi, je mets que de la photo format vertical quasiment dans mon flux de photos, même si c'est cadré quand on regarde sur la grille, elles sont en carré, mais elles sont bien en vertical. Ouais, tu les uploads en vertical, parce que j'aime bien, voilà, je trouve que j'aime bien ce style-là. Et en fait, c'est le même format, tu vois, à peu près. Mais il y a une espèce de recadrage qu'ils peuvent faire. Et par exemple, ma dernière vidéo, ils m'ont coupé la tête. Ouais, tout simplement, parce que il faut vraiment, et je le dis, il faut vraiment se débrouiller pour avoir sa tête vraiment dans le centre. Prenez des marges. Mon conseil, ce serait pas de mettre de texte en disant bon bah voilà, ou alors vous centrez vraiment votre texte, mais attention, il y a une espèce de recadrage qui se fait, et ce recadrage, et je me suis même rendu compte qu'a priori il change, si t'es sur Android, sur iPhone, sur ordinateur, et qui va de toute façon changer parce que c'est eux qui l'ont en main, donc ce qui marche un jour finira par ne plus marcher un autre jour. Donc voilà, donc IGTV, et puis un autre point qui est intéressant sur IGTV, et t'as fait une vidéo hein, sur ta chaîne YouTube, et moi j'avais commencé à en faire une aussi,
c'est que dans la description des vidéos IGTV, c'est le seul endroit où vous avez un lien cliquable sans payer. Ouais. Sans payer et le lien qui s'ouvre directement du coup quand tu cliques. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, ça c'est vraiment magique parce que, alors, il faut expliquer un petit peu aux gens qu'il faut cliquer sur la description pour voir ensuite le texte, etc. Donc, j'ai pas mesuré moi le retour exact, mais quand même, on peut le dire, hein, quand on n'a pas l'option swipe up, etc. En se débrouillant, en faisant naviguer dans les stories, puis dans les vidéos, etc. On arrive quand même à générer du trafic vers un contenu externe, hein, sans acheter de publicité. Ce qui est quand même pas négligeable. Donc sur ce plan-là, je pense que IGTV a aussi un intérêt. Alors bien sûr, il faut arriver à faire en sorte que les gens ouvrent la description, mais je suis d'accord avec toi, ça fait partie des formats qui sont intéressants. Et comme on le dit, comme c'est un format qui est en train de naître et qui, je pense qu'ils sont un peu... moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont du mal à le faire décoller quand même. Donc je pense qu'ils se cherchent encore sur où est-ce qu'ils ont envie de l'emmener. Ouais. Donc ils vont tout faire pour quelque part l'amener quelque part, ça c'est sûr. Et si ils arrivent à voir que votre contenu est intéressant dessus, je pense qu'ils sont capables de le pousser, parce que dans l'onglet Explorer notamment, on voit qu'ils poussent certains formats beaucoup plus forts que d'autres. Maintenant dans l'onglet Explorer, en plus d'IGTV, donc avant il y avait que les photos, maintenant il y a IGTV, et en plus de IGTV, maintenant il y a aussi les stories. Donc là, on est vraiment sur un Explorer où tu peux vraiment te faire connaître et te faire découvrir. Donc je pense que c'est vraiment un truc sur lequel avec lequel il faut creuser IGTV. Alors bah tiens, ça fait un bon enchaînement. Les stories, le format. Alors on disait à une époque, et je sais pas où on en est, je sais pas si toi t'as vu des choses, que la story allait devenir le format presque numéro 1 sur Instagram. Comment tu vois toi l'articulation entre story et flux de photos classiques, on va dire le feed en fait? Moi je vois et j'utilise la story. En fait, je pense que sur Instagram, il y a deux grandes, enfin comme d'autres plateformes, mais sur Instagram réellement, il y a deux grandes stratégies ou actions à mettre en place. C'est la première, c'est de l'acquisition, de la découverte. Ça veut dire aller chercher ou gratter des nouvelles personnes tous les jours. Ça, tu le fais uniquement via les posts. Tu peux pas aller te faire découvrir via des stories, sauf si elles vont dans l'Explorer, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, la deuxième, c'est d'entretenir une relation avec l'audience que tu viens d'acquérir. Et moi, je pense que justement, les stories jouent un rôle très très important dans la relation que tu vas créer avec ton audience. Et pour moi, les stories, c'est plus sous forme de discussion. Ça veut dire que dès que j'ai envie de dire un truc, dès que j'ai envie de partager quelque chose avec mon audience, que ce soit un truc que je suis en train de vivre aujourd'hui, une anecdote ou ce que j'ai envie de partager avec eux par rapport à ce que j'ai fait ce matin ou à une dernière mise à jour qu'il y a eu sur ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, je pense que c'est un très bon format pour communiquer facilement avec l'audience et ça te permet de créer une bonne relation avec eux, avec des personnes qui te suivent déjà. Les stories, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur moyen que tu as entre les mains sur n'importe quelle plateforme de discuter avec ton audience, mis à part évidemment les DM. Oui, alors j'étais en train de regarder mes statistiques quand même. J'ai des stories quand même qui sont découvertes par le hashtag. Hein. Alors moi je pensais que c'était pas possible. Enfin, si, ouais, moi j'utilise pas en fait trop dans cette manière-là, mais je me rends compte que j'ai des gens qui découvrent mes stories par le biais du hashtag, et donc probablement même que je gagne des abonnés par le biais de mes stories. Tu peux hashtag et localisation. Ouais, et vraiment, c'était un peu une surprise parce que quand je regardais mes stages, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, comment ils ont découvert ça? Et je regarde effectivement que des gens sont arrivés parfois par le hashtag sur la story et non pas sur les photos. Donc c'est pas à négliger, hein. Vraiment, il y en a certains peut-être, et je vois finalement assez peu de stories qui utilisent les hashtags, ou alors tu peux moi je sais que j'avais fait une vidéo qui avait très bien marché sur YouTube où en fait tu peux ajouter le hashtag et ajouter la localisation pour gagner en visibilité, mais réduire vraiment au maximum pour pas que tes hashtags apparaissent sur la photo. Ouais, ou pas que ça gâche la photo entre guillemets. Exactement, ou alors on peut carrément les planquer derrière du texte. On peut les planquer derrière du texte, on peut les planquer aussi si t'as une photo, un bout de truc que t'as intégré par exemple, ou derrière un autre sticker, tu peux arriver à les planquer les unes derrière les autres. Par exemple, je dis pour ceux qui font du podcast, si vous partagez votre podcast de Spotify en story sur Instagram, ça marche très bien ça. Et ben derrière, vous pouvez planquer des hashtags derrière l'intégration Instagram, derrière l'intégration Spotify. Tout simplement, vous pouvez en mettre. Alors, il y a une limite quand même. Vous pouvez pas bastonner non plus. Ouais, il y a une limite. Ouais.
Je crois que c'est 4 ou 5 ou elle est pas à 30, hein, elle est beaucoup plus Non, basse non, que ouais, celle ouais. sur les photos. Mais vous pouvez les planquer derrière, ce qui fait que ça ne gâche pas la vue de votre story ou quoi que ce soit, mais vos hashtags sont quand même derrière, la géolocalisation. Vous pouvez aussi d'ailleurs planquer, citer la personne. Si vous voulez citer des personnes et mettre derrière tout ça, vous pouvez tout planquer derrière, ça fonctionne, hein, vraiment sans aucun problème là-dessus. Donc il suffit de jouer un petit peu avec l'outil, on arrive à faire des choses, et effectivement, le hashtag fonctionne aussi là-dessus. Tiens, tant qu'on est sur les hashtags d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je pense que là, enfin, on va pas tout dévoiler, mais je pense que ça fait partie aussi de ta manière à toi de travailler qui fait que tu arrives aussi à t'en sortir un peu mieux. C'est que je pense sur les hashtags, tu as une stratégie qui est plus fine, j'ai envie de dire, en tout cas que la mienne. Hein. C'est comme ça que je le vois. Où moi, je suis un peu bateau, où j'ai toujours ma même liste de hashtags. Enfin, j'ai une certaine liste de hashtags que j'ai une tendance à un petit peu trop à reprendre, mais je suis feignant hein, sur cet aspect-là. J'avoue, je suis feignant. Alors que toi, je pense que tu as une stratégie qui est plus fine que la mienne. Les hashtags, comme t'as dit, c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est pour moi la stratégie numéro 1 déjà qu'il faut mettre en place pour se faire découvrir, dans le sens où c'est le meilleur rapport résultat-investissement. Parce que une fois que t'as créé ta stratégie de hashtag, t'as juste à poster des photos de qualité, enfin juste entre guillemets, mais tu postes tes photos, t'as juste à mettre le hashtag en dessous et tu vas te faire découvrir comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais de tête j'ai certaines photos qui m'ont permis de toucher entre 2000 à 3000 personnes sur un hashtag. T'imagines le potentiel que t'as de toucher 2 à 3000 nouvelles personnes, potentiellement c'est des nouvelles, étant donné qu'elles viennent depuis le hashtag, par photo. Ça te donne un potentiel juste fou en matière de découverte et d'abonnés. C'est vrai que les hashtags, c'est quelque chose d'assez important à faire. Il faut trouver les bons hashtags, ça veut dire ceux qui correspondent à notre compte, ceux qui correspondent à notre audience. Et comme tu as dit surtout, et ça c'est un point qui est beaucoup trop négligé aujourd'hui, d'autant plus qu'Instagram, j'ai remarqué ça, on va dire, depuis ces dernières semaines, ces 2-3 derniers mois, est en train de peut-être, puisqu'on n'est jamais sûr, baisser un petit peu le reach des personnes qui radotent toujours avec les mêmes hashtags, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que les hashtags, il faut en changer pas tout le temps, mais il faut les changer assez régulièrement. Il faut retravailler assez régulièrement sa stratégie. Et comme tu as dit, ceux qui prennent une liste de hashtags et qui postent toujours la même photo après photo après photo pendant des mois, ça peut faire, enfin ça peut. C'est de là peut-être que vient le problème de la stagnation de leur compte. Oui, et on parle notamment, alors il y a des trucs de shadowban, etc. C'est-à-dire ceux qui auraient tendance aussi à se placer que sur des gros hashtags et de mettre que des gros hashtags, et bastonner avec que des gros hashtags. Tiens, je vais t'appuyer moi avec une stat qui vient de mon compte, hein, je viens de regarder mes stats en ce moment. J'ai une photo qui avait fait, qui a pas mal marché, qui a bien marché en visibilité, donc en portée, et qui vient notamment des hashtags. J'ai un hashtag, enfin, ma série de hashtags m'a rapporté 2129 visites sur une photo. Et ça représente en fait 69% des comptes atteints ne me suivaient pas du tout. Ouais, voilà. C'est-à-dire que 69% des comptes qui ont vu ma photo, et donc chez qui elle est apparue, ne me suivaient pas, donc ne me connaissaient pas. Alors, je n'ai pas la stat par contre, tu vois, si 8 profils, 8 personnes sont venues sur le profil, donc ce qui fait que 8 par rapport à 2491, enfin, ou 2129, ça fait un taux qui est très très faible, finalement, au final. Mais je me dis que s'il y en a 8 à chaque fois, à la limite 8 par jour, peut-être que j'arriverai effectivement à me rapprocher. Alors je suis pas encore aux 150 par semaine dont on a cité tout à l'heure, mais, mais bon, hein, on va dire, allez, je vais en gagner quoi, 50 à 60 par semaine, hein, et donc il me reste encore un petit peu de chemin à faire, mais ça peut être effectivement une première piste, une piste intéressante. Et c'est vrai que dans les stats, alors on n'a pas encore le hashtag d'ailleurs, je pense que toi dans ta veille tu as dû voir hein, que certains comptes avaient notamment, ils pouvaient savoir quel hashtag leur apportait des plus de vues, etc. Ça faudrait que je vois, mais parce qu'il y a une nouveauté, mais je crois que justement, comme on en parlait tout à l'heure, il faut avoir les 10 000 abonnés. Tu peux passer ton compte en compte créateur, en fait. Oui, et moi je le suis. Ah, tu y es déjà? Ouais. J'ai pas creusé alors. Et ça vient pas de là? Et ben moi je l'ai pas. Non, je suis passé en compte créateur pour voir si ça donnait plus de stats. Alors soyons honnêtes, pour l'instant, je n'ai pas vu. Alors est-ce qu'il y a encore un compte créateur au-dessus? Ça m'a juste changé ma messagerie. La messagerie est mieux triée entre un compte général et puis les demandes, etc. Ils disent qu'on a plus de statistiques.
soyons honnêtes, pour l'instant, je trouve que c'est pas non plus très fou, extraordinaire. Hein, voilà, on est loin des statistiques très détaillées qu'on peut avoir sur d'autres plateformes. Seulement, j'ai l'impression quand même qu'on voit mieux les chiffres de croissance. Tu vois, le nombre de gens perdus, etc. sur mon compte, jour par jour, on a des jolies courbes que je sais pas si on les a sur les autres comptes. Enfin, il faudrait que je vérifie sur mes autres comptes. Courbe. Là, on a des jolies courbes, tu vois, qui disent aujourd'hui vous avez perdu 6 abonnés, mais vous en avez gagné 5. Alors bon, attends, là c'est pas un bonjour. Abonnés 7, des abonnés 7, tu vois, il le donne vraiment jour par jour, le nombre d'abonnés, etc. Par contre, il donne pas encore cette statistique du nombre de combien viennent sur un hashtag en particulier. Je pense que c'est une question de temps parce que Facebook et Instagram en 2019 du coup on y est, mais peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, je suis convaincu qu'ils vont justement énormément travailler sur leurs statistiques, c'est-à-dire justement pour ceux qui ont un compte pro. De donner des statistiques quand même plus détaillées, notamment d'où viennent les personnes, est-ce qu'ils viennent de ce hashtag-là, ce hashtag-là, ce hashtag-là. Du coup, et derrière nous, ça va nous permettre de mettre en place des stratégies plus fines, quoi, et plus travaillées. Mais je me demande s'ils ont vraiment intérêt à le faire. Enfin, vraiment, parce que j'ai l'impression que ça serait aussi la porte ouverte à certaines stratégies qui seraient vraiment de tabler sur certains hashtags, etc. Donc, j'ai l'impression quand même que je me demande s'ils vont pas freiner un petit peu sur cette fonctionnalité-là en se disant que ils donneraient une information peut-être trop importante, je sais pas. Pas forcément. C'est comme sur YouTube avec les mots-clés. Sur YouTube, avec les mots-clés, quand tu utilises TubeBuddy ou d'autres applications, tu sais grâce à quel mot-clé ta vidéo est le plus référencée et t'apporte le plus de vues. Après, justement, je pense que c'est intéressant parce que si demain, en fait, je pense que Instagram doivent penser pour moi aux créateurs, à ceux qui publient du contenu, et pour moi plus ils vont faire d'efforts pour simplifier à nous notre création de contenu, plus on va leur être redevable et on va utiliser la plateforme. Si demain Instagram commence à mettre en place des mises à jour avec de belles statistiques où tu comprends beaucoup mieux ce que tu fais, je vais sans doute investir beaucoup plus de temps en fait sur la plateforme, parce qu'au moins tu sais que c'est un réel outil de travail et que tu peux investir plus de temps. Je pense que c'est gagnant pour eux parce que on saura mieux l'utiliser et on passera plus de temps à créer, à consommer. Tiens, tant qu'on est dans les stats, est-ce que tu pilotes beaucoup ton compte en fonction des stats? Alors notamment, moi c'est un onglet, tu sais, les stats d'audience, à quelle heure les gens sont actifs, etc. C'est ce qu'on appelle, alors pour ceux qui ont les stats, hein, vous êtes dans audience, abonnés, on a les jours avec les heures là, les tranches horaires. Est-ce que c'est un outil que tu utilises toi pour savoir à quelle heure tu publies ou tu le fais avec un autre outil qui peut être d'ailleurs le feeling, hein, je sais pas. J'ai jamais, en fait, à la base, quand j'ai commencé vraiment à investir du temps sur Instagram, j'étais en Asie, donc c'était il y a 1 an et demi. Je venais de démarrer, j'avais 800 abonnés. Et en fait, au début, je me fiais à ça. Donc, je me fiais aux statistiques que donnait Instagram. Mais j'ai rencontré un problème, c'est qu'il y avait le décalage horaire. Et en regardant mes statistiques, Instagram me disait que mon audience était la plus active à 2h du matin. Mais ça correspondait pas du tout aux horaires en Asie et pas du tout non plus aux horaires en France en fait. Parce que 2 heures, j'ai vraiment essayé d'analyser tous les stats et il y a rien qui collait. Donc je me suis dit c'est peut-être que c'est foireux, ça marche pas, etc. Donc j'ai commencé à utiliser d'autres outils tu vas sur Google, tu mets statistiques d'audience ou tu mets en anglais des trucs comme ça. Il y en a plein. Ça déborde d'outils aujourd'hui qui te permettent d'analyser ça. Et en fait je suis parti de justement de ça, des meilleurs moments pour poster par rapport à mon audience. J'ai commencé à poster à ces horaires-là. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je poste maintenant tous les jours à la même heure. Pourquoi ? Parce que à force de poster tous les jours à la même heure, les gens viennent tous les jours à la même heure, si tu veux. Donc au début, ce qui était une horaire un petit peu hasardeuse parce que c'était mes meilleurs, je crois que c'était entre 17h et 18h, je crois, les meilleurs moments pour poster pour moi. Je me suis dit, je vais poster à 17h, à 18h tel jour. Le mardi, je crois que c'était 11h. Sauf que je me suis retrouvé petit à petit à tout décaler et arriver aujourd'hui à poster à 17h, tu vois. Je pense que c'est important au début pour calibrer et savoir à qui on s'adresse, quelle est son audience. C'est sûr que si, je sais pas moi, tu vises des personnes qui sont sur Instagram à un certain moment de la journée ou de la semaine, tu vas peut-être pas publier en même temps que moi. Moi, c'est vrai que la plupart des gens qui sont sur Instagram, c'est le soir entre
18h et 22-23h, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est important de regarder quand même parce que ça te permet au début en tout cas d'améliorer rapidement tes résultats parce que tu vas publier au meilleur moment. Alors moi, officiellement, mon heure la plus efficace, c'est 21h. Et quel que soit le jour de la semaine, c'est 21h. Donc je sais pas, mais ce qui, à la limite, qui peut correspondre, tu sais, à une audience, moi c'est ce que j'appelle l'audience père de famille et mère de famille. Oui. C'est double écran devant la télé ou sur la terrasse quand les enfants Ouais. on a moins de choses à faire dans la maison, etc. Je pense, tu vois, ça peut tabler là-dessus. Ouais, alors que moi par exemple, j'ai une audience qui est plus jeune. Et du coup, ça match avec la sortie du travail ou la sortie des cours, etc. Ouais. Et donc, 18h. je pense que c'est pas. Enfin, je pense. En fait, la statistique. Pourquoi je te posais cette question, c'est que j'avais l'impression que la statistique d'Instagram, elle est intéressante, mais qu'au final, publier à cette heure-là ne me changeait finalement pas énormément de choses. J'ai une tendance même à penser que je pourrais publier un poil plus tôt, que ce serait peut-être aussi efficace, parce que si l'audience est là à 21h, je me dis que en publiant à 20h, elle le verra, peut-être j'ai une chance qu'elle le voit encore, tu vois, Oui. des choses comme ça. Et effectivement, ta stratégie du rendez-vous, hein, qui est finalement une stratégie qu'on donne aussi sur les blogs et sur YouTube, Ouais. en disant publier tous les dimanches à 17h votre vidéo pour que les gens l'attendent, etc. Peut être un point qui est effectivement intéressant et qui peut être certain, je pense, pour essayer, voir, ça peut donner aussi un rythme plus intéressant. Est-ce qu'il faut publier tous les jours d'ailleurs, à ton avis? Avant, alors, et j'ai un avis là-dessus qui a pas mal changé au fil du temps et de l'expérience. Je m'étais lancé en fait, au début, j'étais convaincu réellement qu'il fallait publier tous les jours, ou le plus possible en tout cas. Début d'année, je me suis lancé un défi, c'était de publier une photo par jour en fait sur Instagram pendant 1 an. Ce défi a duré 2 semaines. Pas parce que je le tenais pas parce que je voulais pas le tenir, c'est très simple, j'ai des stocks de photos à ne plus savoir quoi en faire, mais en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que l'audience n'a plus le temps de suivre en fait. Disons que je pense que ce genre de stratégie marche pour ceux qui n'ont, alors je mets des guillemets, n'ont rien à apporter à leur audience. Donc je reprends l'exemple des influenceurs qui partagent leur vie, etc., qui sont juste des personnes qui au final partagent une photo d'eux. Ça s'arrête là. Mais je pense que quand tu apportes de la valeur, que tu donnes des conseils, que tu essaies de partager des choses aux gens, si tous les jours tu publies quelque chose, au bout d'un moment, ça risque de, comment dire, pas de saouler ton audience, mais il risque de ne plus pouvoir suivre en fait, parce qu'il y a un contenu par jour et que sur Instagram, tout va très très vite. Ils ont tes stories. Moi à côté, j'ai aussi mes vidéos YouTube, etc. Donc je pense que ça dépend de beaucoup de choses, de ta thématique, des autres plateformes que tu as aussi, etc. Donc si, je sais pas, si t'es une personne qui est dans une thématique qui est propice aux publications fréquentes parce que tu dois pas apporter beaucoup de valeur dans ce que tu fais et c'est essentiellement visuel en fait, tu vois, c'est juste une photo par exemple, et que t'as que Instagram comme plateforme, là je pense que c'est une bonne idée de publier tous les jours ou peut-être au moins 5 fois par semaine on va dire, ou peut-être 6 fois par semaine, pourquoi pas laisser un petit jour de break. Par contre, si t'es une personne peut-être plus comme moi où t'essayes d'apporter de la valeur, de raconter quelque chose aux gens et que t'as d'autres plateformes en plus de ça à côté, je pense qu'un ratio de 3 à 4 photos semaine, c'est assez intéressant. Mais dans tous les cas, il faut quand même publier assez fréquemment. En dessous de 3 photos semaine, c'est très compliqué de se développer. Pourquoi ? Parce que Instagram, c'est un réseau social, c'est pas une plateforme de référencement. Ça veut dire que tu postes ta photo, au bout de 2 jours, 3 jours, ta photo est morte. Elle t'apporte plus aucun résultat. Donc forcément, c'est impossible de se développer. Ouais. Et je te posais la question parce que quand on regarde les gros comptes d'influenceurs, on se rend même compte que certains publient 3 photos par jour. Oui. J'ai vu ça sur certains comptes. En fait, c'est matin, midi, soir, mais des fois, elles ont 2 heures d'écart. Hein. Il y a des photos qui sont publiées et ils arrivent toujours à toucher, a priori, en statistique. On voit quand même que ça fonctionne. Alors souvent, et c'est vrai que là par contre, là où je te rejoins, c'est qu'ils ont pas beaucoup de texte et c'est souvent basé sur la photo, c'est un sentiment, ou alors c'est juste pour faire réagir quoi. C'est est-ce que vous êtes aubergine ou pêche ou des choses comme ça. Enfin voilà, on n'a pas cette espèce de contenu très, j'ai envie de dire très recherché, hein, voilà, où il doit y avoir effectivement des très gros stocks de photos. Ce qu'on voit par contre à côté, et je sais pas toi comment tu vois les choses, parce que au départ c'est quelque chose que je pensais pas que ça pouvait marcher autant, c'est les comptes. Enfin, il y a 2 types de comptes. Il y a les comptes de curation, donc de partage finalement de contenu trouvé ailleurs à droite à gauche. Alors, ce qui pose d'ailleurs une question sur
la légalité des ouais. choses avec les droits, parce que la fonction partage n'existe toujours pas sur Instagram, alors qu'ils l'ont annoncé, ils avaient annoncé travailler dessus, etc. Et Elle tout le monde existe l'attend. que en story, je crois. Enfin, je Elle crois, c'est existe en sûr. Mais... story, puisqu'on on peut partager avec le petit avion là, Un qui est sur les post, ouais. photos, un post. On peut repartager la story de quelqu'un d'autre qui nous a mentionné aussi, hein, pour Ouais. voilà, si vous êtes un petit peu là-dedans, vous verrez. Mais par contre, ces comptes de curation existent, et puis moi je le vois parce que moi c'est un truc que je fais pas du tout. Mais j'ai vu des gens qui donnaient le conseil, et vraiment, hein, qui disaient, si vous voulez développer votre compte, faites de la curation, c'est-à-dire prenez les photos de quelqu'un d'autre, mentionnez-les, recitez-les, etc. Je sais pas comment toi tu vois ça, ce système-là en fait. Je pense que, en fait, ça va dépendre de l'objectif de la personne et de ce qu'elle a envie de construire. Pour moi, quand tu utilises cette stratégie ou quand tu fonctionnes de cette façon, quand tu crées un compte de curation, de repartage de posts, tu vas créer une audience autour de toi, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de comptes dans tous les domaines qui ont explosé avec cette façon de travailler, mais tu vas créer un compte tu vas créer une communauté, autour de ton compte de curation et pas de ta personne. C'est pour ça que je dis que ça dépend de l'objectif. Il y en a pour qui ça va plaire, il y en a pour qui ça va suffire. Moi, j'ai pas envie personnellement de construire une audience autour d'un sujet, mais j'ai envie de la construire autour de moi, de ce que je partage, de ma personnalité. Et forcément, ça inclut de partager des photos de toi, ça inclut de partager ton quotidien, ça inclut de faire des stories où tu vas discuter avec les gens. Donc, tout dépend de la stratégie qu'ont les personnes, mais la plupart des gens sur Instagram veulent créer une communauté autour d'eux. Donc, si tu as envie de créer une communauté autour de toi, même si ça prend plus de temps, même si ça demande plus d'efforts, je pense que le mieux c'est de partager des photos qui t'appartiennent, de toi, de ta vie, de ton quotidien, et de pas chercher une voie qui pourrait être plus simple, qui est celle de partager les photos des autres, d'autant plus comme on l'a dit que c'est assez limite en matière de droit d'image, parce que bien souvent ces personnes-là, on leur demande pas l'autorisation de repartager les posts, on les mentionne, mais Instagram aujourd'hui a un système de mention qui est merdique, parce que tu sais jamais quand les gens te mentionnent, etc. Enfin bref, c'est un peu le fouillis. Donc je pense que ça peut être une stratégie efficace, mais si tu as envie de créer une communauté autour de toi, je pense que ça l'est vraiment pas. Oui, alors moi en plus d'ailleurs, je déconseille même à plein de gens de repartager comme ça, parce qu'il y a des questions et de droit. Et puis en plus, il y a un phénomène qui m'énerve, mais bon voilà. Je vois des fois des gros comptes qui repartagent la photo de petits créateurs. Et le petit créateur, il a eu 15 j'aime sur sa photo, et le gros compte en récupère 400 ou 500, parce que ça a un gros compte, hein, voilà, des comptes de curation. Alors il y en a beaucoup, par exemple, dans le tourisme. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme, où ils prennent ta photo, et puis toi, elle a 15 likes, et puis chez eux, elle en a 500. Mais en fait, avec ces histoires de mentions, etc., tu gagnes pas non plus des abonnés, donc ça t'en ramène pas non plus. À la limite, j'ai envie de dire, ça te brosse ton ego en disant, bah ouais, j'étais cité par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas l'effet, par exemple, j'ai envie de dire, puis toi tu le sais, t'es passé à la télé, je sais pas si t'as vu l'effet, mais tu passes sur TF1 d'un coup, non, tu sens que ça frémit quand même. Pour l'instant, c'est encore en montage. Ouais, c'est encore en montage, donc. Je verrai le jour où j'y serai, mais voilà. Je pense que les retombées vont être quand même assez intéressantes, plus qu'un post sur Instagram. Voilà. Encore une fois, les retombées, je pense qu'elles sont toujours moins importantes que ce qu'on attend réellement, parce que on se dit, j'ai déjà été partagé à l'époque, vraiment, mais alors au tout début, je crois que c'était en 2015, il me semble, quand j'avais Instagram très personnel, tu sais, juste je postais des photos de moi et tout. Je suis toujours fan de sneakers, j'aime bien, j'ai plein de paires de chaussures, etc. Et je postais beaucoup de paires de chaussures en fait sur mon compte. Et un jour, j'ai été reposté justement par un compte, comme on vient de le mentionner, un compte de curation là, je crois, 60 000 abonnés. Donc ce qui à l'époque était énormissime. Aujourd'hui, ça peut paraître plus ou moins normal, mais à l'époque c'était ouf. Et la photo a récolté plus de 2500 j'aime, je crois. Et moi, sur mon compte, j'ai eu aucune retombée, littéralement. J'ai peut-être gagné 3 abonnés, mais ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce que la personne va regarder la photo, va lâcher son like, mais elle ira jamais voir qui est le créateur de la photo. Et après, on peut parler aussi de compte général. Ce que j'entends par là, c'est que une de tes photos peut être partagée parce qu'elle est vraiment géniale. Parce qu'elle parle d'un sujet précis, mais quand on va venir sur ton compte, ça va peut-être beaucoup moins nous intéresser. Je reprends mon exemple, mais moi à l'époque, donc je publiais un petit peu des photos de tout et de rien, et quelques photos de chaussures. Les photos de chaussures, elles étaient jolies, c'est vrai, sauf que quand tu viens sur mon compte, je suis pas du tout un photographe de chaussures comme on peut en voir aujourd'hui, donc tu vas pas t'abonner.
t'as juste bien aimé une photo que j'ai publiée, mais ça s'arrête là. Alors que peut-être si j'avais eu un compte vraiment spécifique là-dessus, bien travaillé, j'aurais eu plus de retombées aussi, tu vois. Oui, alors moi j'ai eu des étudiantes par exemple, une qui était spécialisée en sneakers hein, et qui vraiment parlait que de ça et quand on tombait dessus et elle avait énormément de succès, hein, et puis elle en a toujours. Ça m'amène à une question parce que tu as parlé un petit peu, est-ce que construire une communauté autour de soi, etc. Donc on touche à la marque personnelle finalement. Est-ce que tu penses qu'on doit être enfin, c'est l'aspect thématique en fait. Voilà. Et alors je vais te donner vraiment le contexte. J'ai un jour j'ai vu des conseils vus par des personnes qui, tu sais, dit voilà comment exploser ta visibilité sur Instagram. Et tu sais, c'est les gens qui disent il faut avoir une seule thématique, t'y tenir, etc. Tu peux pas parler de deux thématiques, etc. Bon, voilà. Sauf que moi, ma vision à moi perso, c'est de dire Instagram, c'est avant tout une page perso, tu vois, enfin autour de ma marque personnelle, et donc je parle de toutes mes thématiques qui m'intéressent. Alors toi, je sais pas comment tu vois les choses, parce que je sais qu'en plus t'es plutôt à cheval sur deux thématiques, hein. On a parlé de création de contenu, mais t'avais aussi, alors je sais pas où t'en es dans le sport, etc. Mais tu montes ta muscu, tu montes des choses comme ça. Ouais. Comment toi tu vois cette chose-là autour de la marque personnelle? Comment tu construis ça? Est-ce que la thématique est importante? Est-ce que c'est le toi qui est important? Comment tu perçois cette chose-là, toi? Alors, moi, je pense que c'est ultra personnel et qu'il n'y a pas qu'une seule route en fait pour monter ta marque, enfin pour créer ta marque personnelle et connaître le succès. T'as des personnes qui vont réussir à se tenir à une ou deux thématiques, ce qui est très bien, ce qui est très efficace. Si t'es dans le sport, et ben tu parles d'entraînement et de nutrition. Ça va très très bien marcher. Pourquoi? Parce que c'est des thématiques qui sont ultra liées et quand on arrive sur ton compte, c'est spécifique, on sait de quoi tu parles, on va s'abonner. Donc cette façon-là de travailler marche très bien. Maintenant, moi c'est une façon pas forcément que je conseille ou que je déconseille, mais que j'utilise pas et je vais expliquer pourquoi. Parce que j'aime ma liberté. Ça veut dire que j'aime parler de ce qui me plaît au jour le jour, j'aime parler des différentes thématiques que je traite, et j'aime pas me cloisonner en fait dans un truc et me dire ah maintenant je peux pas publier ça, je peux pas parler de ça parce que je suis dans cette thématique là, tu vois. Donc peut-être que je vais développer mon audience moins facilement parce que je suis pas ultra spécifique, pourquoi pas, mais au moins sur le chemin, dans le parcours, je vais me faire beaucoup plus plaisir et je sais pertinemment que les gens qui me suivent vont pas me suivre pour ma thématique ou ce que je partage, mais pour moi-même. Les gens qui sont abonnés à moi aujourd'hui et qui sont abonnés depuis le début ont pu m'entendre parler de tout et de n'importe quoi. J'ai parlé de sport, donc j'ai fait des vidéos sur le sport, j'ai donné des conseils, j'ai parlé beaucoup de voyages, je suis en train aussi de parler de vidéos, de filmmaking, etc. Donc t'as l'impression que c'est un petit peu brouillon tout ce que je fais, mais moi je pense que du moment que ça nous plaît, que ça nous convient et qu'on se sent juste libre en fait de parler de ça, c'est le plus important. Donc est-ce qu'il vaut mieux choisir une thématique ou deux très spécifiques ou au contraire créer quelque chose autour de soi et partager différents sujets? Je pense que la décision elle se prend tout seul en fait. C'est si t'as la capacité, j'avais écouté une fois une interview d'ailleurs de la personne chez qui j'ai passé ma formation de sport qui s'appelle Antoine Fonbonne, qui est un coach de sport. J'avais discuté beaucoup avec lui parce qu'on s'était rencontrés plusieurs fois et il m'avait expliqué en fait que lui par exemple, tu vas sur sa chaîne YouTube, c'est une chaîne à la base qui est axée sport et je lui avais posé la question, je lui ai dit pourquoi t'es allé à Ninja Warrior, pourquoi t'as fait des collaborations avec des personnes qui n'avaient rien à voir dans ta thématique. Il a fait des collaborations avec des filles un petit peu des blogueuses, il a fait des collaborations avec des jeunes d'une championne de trottinette, je crois, des trucs vraiment rien à voir. Il m'a expliqué parce que lui, comme moi et comme beaucoup je pense, comme toi, il aime pas en fait s'enfermer dans quelque chose. Et il m'a toujours dit, si j'ai envie de parler de ça, je le fais. Ça va plaire aux gens, ça va pas plaire à d'autres, c'est pas grave. Et comme moi sur ma chaîne, j'ai des vidéos qui marchent très bien parce que je parle de sujets qui plaisent à beaucoup de monde. Mais en revanche, parfois sur certaines vidéos, je fais moins de vues ou sur Instagram, je fais moins de likes parce que je traite des sujets qui plaisent à moins de personnes. Mais du moment que moi ça me plaît, c'est ce qui compte. Effectivement. Et moi, alors, je vais même te dire, c'est que j'ai été tenté d'avoir plusieurs comptes pour voir ce que ça donnait, tu vois. Et je sais que c'est très compliqué. Alors déjà, gérer un seul compte, c'est compliqué. Si on rajoute un deuxième compte, un troisième compte, ça devient très compliqué. Mais par exemple, je le voyais, moi, quand je suis devenu papa, il y a 18 mois de ça maintenant, me t'ai dit, bah tiens, je vais créer un compte. Et j'ai même créé un podcast, j'ai créé un blog de papa, etc. Et en fait, au bout de...
je sais pas si elle est née, mais après quelques jours après sa naissance, je me suis dit mais je vais pas arriver à le gérer parce que en fait j'avais l'impression, tu sais, qu'il me manquait toujours un bout de moi dans cette histoire-là. C'est-à-dire que sur mon compte général perso, Bertrand Soulier, j'avais envie de parler de ma fille et de devenir papa. Et je me dis, mais si je dois en parler que sur mon compte de papa, sur mon compte de père, il me manquait un autre truc, tu vois. Et je me suis dit, donc au bout d'un moment, j'ai fermé ça. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit, allez, je vais quand même recommencer sur votre coach web. Je veux dire, j'avais réservé le nom pour éviter que quelqu'un me le pique. Et je me suis dit, bah, je vais mettre des contenus dessus. Et pareil, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai trouvé que c'était super lassant d'être toujours sur cette même thématique, d'être enfermé un petit peu là-dedans. Donc je suis revenu un petit peu, comme tu dis toi, hein, finalement, sur une thématique, en fait, la thématique, c'est, j'ai envie de dire c'est moi, mais c'est notre manière à nous de voir comment on vit, quoi. J'ai envie de dire, je sais pas trop comment le définir. Enfin, j'ai toujours une difficulté à définir le mot lifestyle, en fait, parce qu'on appelle ça style de vie. Je sais pas trop quel terme on pourrait mettre, mais finalement, on est quand même centré autour de ces notions-là, de comment on fait des choses, comment on envisage les choses, comment on envisage le sport. Toi, tu montes ta moto, tu montres tout un tas de choses, hein, si les gens te suivent. Il y a un truc par contre, et que tout le monde va se poser comme question, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement, et là c'est ceux qui sont timides vont comprendre la question, est-ce qu'il faut toujours se mettre en selfie sur un compte? Parce que, alors tous les comptes qu'on a cités depuis tout à l'heure, Antoine Fonbonne, toi je suis dessus en ce moment, il y a que lui en photo. Lui toi, c'est aisance fois 1000. Ouais, toi tu as 80% de présence où plus, il y a une photo où il y a un moment donné il y a nouvelle vidéo, il y a un truc nouvelle vidéo qui apparaît, mais sinon c'est une vidéo de moi. C'est pas une photo, c'est une vidéo de moi. Ouais, où t'as une image, tu sais, c'est marqué nouvelle vidéo sur fond noir, un texte blanc sur fond noir. Quand on regarde ta grille, on dit tiens mais il a oublié de se mettre en photo dessus ou je sais pas quoi, c'est une vidéo. Mais tout le reste, c'est des photos de toi. Est-ce que vraiment, et c'est peut-être ça va décevoir certains, est-ce qu'il faut absolument passer par la case selfie pour incarner son compte, pour avoir du succès? Non, parce que après j'ai une autre question et on voit qu'il y a des comptes qui ne montent jamais leur tête et qui pourtant ont du succès. Mais est-ce que pour toi cette case-là, selfie, elle est importante? Moi je pense que elle l'est moins. Enfin, moi je pense qu'elle l'est, mais qu'on peut réduire un petit peu son importance. De par, on le disait tout à l'heure, de par les descriptions et ce qu'on apporte aux gens. Moi, quand on vient sur un compte comme ça, on peut se dire, putain merde, ce mec qui est super égocentrique, il poste que des photos de lui, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, hein, des mecs qui m'ont dit, mais tu postes que des photos de toi. En fait, Instagram et surtout les photos de moi, j'utilise comme support finalement pour transmettre des messages. Ça veut dire que dans 97%, peut-être un peu moins, mais dans la grande majorité de mes photos, j'ai toujours des textes qui font 2000 caractères. C'est mes idées du moment, c'est ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est voilà des choses que j'ai envie de partager. Et finalement, les photos, c'est juste un support qui illustre au mieux, on va dire, le sujet que j'ai envie de traiter. Alors maintenant, est-ce que le support, ça doit toujours être soi? Pas forcément. Mais je pense que dans l'ensemble, oui. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la marque personnelle. Si je m'abonne à toi et que je viens sur ton compte, Bertrand Soulier, parce que j'ai découvert ton podcast, j'ai pas envie de voir des photos d'autres personnes ou des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec toi, tu vois. Alors j'ai pas forcément envie de voir des photos de toi, mais j'ai envie de voir des photos pour lesquelles je me suis abonné. Si je m'abonne à un compte je dis une bêtise, mais un compte de photographe de paysage, bah j'ai envie de voir des photos de paysage. Et moi, une personne qui s'abonne à moi, j'estime qu'elle a envie de voir, alors pas forcément des photos de moi, on va dire, mais qu'elle a envie de me voir moi finalement sur mon compte. Et je pense que pourquoi je disais qu'on y accorde quand même un peu trop d'importance, parce que comme je l'ai dit, la photo c'est juste un support. Moi je capture des moments de vie, je vais faire des shootings, etc. Vraiment pas pour montrer à quel point je suis beau ou le dernier t-shirt que j'ai acheté, mais pour utiliser ça en tant que support afin d'apporter de la valeur aux gens. Et moi je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme un support et pas se dire je poste des photos de moi pour poster des photos de moi et montrer à quel point je suis beau ou montrer ma vie, tu vois. C'est vraiment la différence entre l'Instagram de 2014-2015 très égocentrique ou qui existe encore aujourd'hui, hein, qui est très répandu, où tu poses des photos de toi et juste en fait t'as envie de te montrer au public, et des photos où tu utilises ça comme support et t'essayes de partager quelque chose aux gens. Oui. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que les stratégies marchent. Il y a plusieurs stratégies qui marchent, et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Si vous êtes timide et que vous voulez pas vous montrer en photo, il y a des comptes. Alors moi j'en ai un que je suis qui s'appelle Super Trainers, hein, je sais pas si tu connais.
Oui, ça me dit un truc, ouais. Qui montre qui fait des conseils en fait de santé, de sport, des exercices, etc. Et qui sont que des dessins en fait. Ouais, que des infographies. C'est des petites infographies avec beaucoup de conseils à côté. 105 000 abonnés, donc ça marche. Et à côté de ça, quelqu'un qui est pas dans le même métier, mais enfin qui est pas très loin qui s'appelle Big Will, moi qui oui, je connais, ouais. tu connais, qui lui par contre passe son temps à faire des photos de ses plats torse nu avec les comparatifs, le plat industriel, mon plat personnel à moi, etc. Et qui a 250 000 abonnés, donc ça marche aussi comme stratégie en fait, voilà. Alors il y a pas que ça, hein, parce que des fois il y a des photos plus classiques, etc. Mais il y a quand même beaucoup de ces photos et statistiquement, on pourrait dire c'est peut-être celle qui marche peut-être le plus. J'en sais rien, j'ai pas fait de compte. Mais ça montre que les deux stratégies sont possibles en fait, et que dans les deux cas, on peut pas résumer un compte comme Big Wheel par exemple juste au fait qu'il y ait le physique, parce que dedans il donne vraiment des recettes de cuisine, etc. Oui, et puis là je suis sur son compte et les meilleures stats sont des photos où il est pas dessus en plus. Et où il est pas dessus. Donc voilà, donc on va dire, bah voilà, il y a pas besoin de dire il faut être taqué comme lui. Alors je vous mettrai le compte dans une autre épisode pour comprendre quand on appelle ça taqué, hein, voilà. Il a beaucoup plus de muscles dans un seul bras que moi dans tout mon corps, et pourtant je fais beaucoup d'efforts, hein, mais là bon, c'est vraiment une montagne. Super Trainers, si vous allez voir, il n'y a aucune photo de la personne, hein, vraiment. Il dit juste en fait qu'il est diplômé en nutrition, quelque chose comme ça. Donc on a vraiment, mais c'est vraiment une personne qui répond par contre. Alors c'est ce que je veux dire, si j'avais envoyé un message, etc. derrière pour discuter pour poser une question, et il y a vraiment de l'interaction qui se passe. Hein, on pourrait avoir l'impression que c'est un robot, qui pourrait y avoir plein de personnes, etc. Je sais pas comment c'est géré, mais par contre il y a vraiment de l'interaction qui se passe, et je pense que c'est un élément important. Hein. Toi, je sais pas comment tu le vois, je pense que tu reçois beaucoup de messages, et les commentaires, etc. Cette notion d'interaction, je pense qu'aussi ça fait partie un peu beaucoup même des clés du succès, ouais. Sur un petit. Pour moi, c'est un pilier clairement négligé, dans le sens où on est toujours là. Et moi, disons que c'est à force d'expérience et de discuter avec les gens, je vois un peu les problèmes communs qu'ils ont. Et le plus gros problème réellement, c'est qu'en fait, on est sans cesse obsédé par toujours cette métrique de vouloir plus de personnes, quand parfois même on s'occupe déjà pas de ceux qui sont présents. Et ça, je pense que c'est très très dangereux. Si on parle de vraiment essayer de gagner sa vie ou de monétiser son compte, si aujourd'hui tu as 2000 abonnés, ça sert à rien d'en vouloir 3000 ou 4000 ou 5000 ou 10 000 si déjà t'optimises pas les personnes qui sont déjà là, tu vois. Et je vois beaucoup de personnes vouloir plus d'abonnés, et quand je vais checker les commentaires de leur compte, ne répondent déjà même pas aux commentaires. Donc si tu réponds pas aux commentaires, que tu réponds pas aux DM, que tu n'interagis pas dans tes stories, que finalement tu t'occupes pas des gens qui ont déjà porté de l'intérêt envers ce que tu fais, malheureusement ces gens vont finir par partir. Et ça veut dire que ceux que tu vas faire venir, tu vas faire des efforts pour te faire découvrir, tu vas pas non plus t'occuper d'eux. Pourquoi ? Parce que tu t'occupes déjà pas de ceux qui sont déjà là, tu vois. Donc je pense que l'interaction est primordiale pour moi sur Instagram. Je reçois entre, on va dire, 70 et 100 DM par semaine, et je réponds à toutes les DM. Parfois j'oublie de répondre, parfois ça prend un peu de temps, mais depuis 1 an maintenant, ma boîte de messages est toujours vide en fait, parce que je prends le temps de répondre aux gens. Parfois je fais des audios, parfois, voilà, j'essaie d'optimiser un peu tout ça, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Effectivement. D'ailleurs, Pierre, je sais pas si tu as déjà testé la technique de Gary Vaynerchuk, ce qu'il appelle la technique du $1.80. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Alors, pour la résumer, hein, grosso modo, il y a l'expression américaine qui, c'est les 2 cents, c'est donner son avis sur, c'est ça en fait. Et lui, il dit en fait que il faudrait passer son temps à aller sur, prendre un hashtag, prendre les 9 photos qui nous intéressent, mettre un commentaire dessus intéressant pour se montrer qu'on existe. Et répéter ça sur, alors pour que ça fasse $1.80, ça fait 90 photos, je crois. Ouais, 90 photos, donc ça fait 10 hashtags, 9 photos, 10 hashtags, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une technique que tu as essayé, c'est-à-dire d'aller dire, tiens, je vais aller mettre des commentaires chez les autres, etc., interagir avec certaines personnes. Dans l'épisode précédent, j'en parlais avec Céline, qui, elle, a une interaction naturelle, mais qui le fait parce qu'elle aime discuter, et elle le fait pas pour aller chercher des fans. Est-ce que toi, tu as testé ça, ces genres de techniques-là? Est-ce que t'as vu un impact, ou est-ce que finalement tu préfères agir autrement? J'ai essayé quand Gary Vaynerchuk a sorti son article, donc ça fait déjà un moment, je crois que ça fait plus d'1 an. J'avais essayé.
Je pense que c'est efficace, je pense que ça marche bien, mais qu'il y a quand même des choses à prendre en considération, c'est que c'est pas juste aller sur des hashtags et mettre des commentaires. Il faut choisir les bons hashtags déjà. Ça, juste ce truc-là, c'est un problème commun, c'est que aller laisser des commentaires sur des photos de personnes qui ne sont pas ton audience, finalement, c'est pas vraiment utile. Donc déjà, faut savoir identifier les bons hashtags, faut savoir interagir avec les bonnes personnes. Interagir avec une personne qui a 50 000 abonnés et qui reçoit 70 messages, 70 commentaires à la minute, ça va être très compliqué de te faire connaître. Donc ça demande quand même un minimum de compétences, on va dire. Mais moi, je pense que ça peut être utile, en tout cas au début, pour un petit peu aller justement chercher les fameux 500, 1000 premiers abonnés. Mais je pense que sur le moyen long terme, c'est une stratégie qui est... je vais pas dire qu'elle est pas viable, tu peux toujours la faire, mais elle demande quand même pas mal de temps et d'investissement. Quand par exemple on parlait des hashtags qui sont quand même... qui est quand même une stratégie plus intéressante. Publier une photo et mettre des bons hashtags, c'est entre, on va dire 500 minimum et 2500, voire moi j'ai certaines personnes qui me suivent qui touchent 5000 personnes via les hashtags. Je pense que c'est plus rapide de toucher 5000 personnes via les hashtags que d'aller commenter 5000 photos. Donc après c'est pas le même impact parce qu'un commentaire ça reste plus percutant, tu peux interagir directement avec la personne. Donc je pense que c'est quand même une bonne technique, faut juste bien savoir la mettre en place. Oui, elle est. En fait, elle peut être très chronophage. Alors lui, Gary Vaynerchuk est un talent du Oui. marketing. Donc on a l'impression qu'il passe sa journée à faire ça, mais bien sûr qu'il ne peut pas passer sa journée Non, à faire il ça. a une grosse équipe. Il y a une très grosse équipe pour arriver à le faire, mais après c'est vrai quand même, il répond sur les choses et puis c'est intéressant aussi de voir comment il fonctionne puisque c'est une méthode qui peut fonctionner. Alors certains, et c'est bon, on va arriver sur des trucs un petit peu parce qu'on va arriver vers la fin de l'épisode, mais certains seraient tentés de se dire bah tiens je vais si ça prend du temps, est-ce que je pourrais pas l'automatiser? Et là on arrive sur des outils dont on entend souvent parler, ce sont les bots. Qu'est-ce que ton avis toi sur les bots, donc sur ces robots d'automatisation? Alors attention, il y en a plein. Il y a des robots qui automatisent les following, qui unfollow ensuite quelques heures après, qui peuvent follower sur des hashtags, qui peuvent mettre des commentaires en automatique sur des Sur photos, des hashtags. sur des photos qui ont tel ou tel hashtag et on les voit, on les repère du premier coup parce que Ah bah il y oui. a des Super photo. là, Avec super une flamme. photo à Wessam, etc. Et là tu te dis oh là, il y a un truc qui cloche. Donc est-ce que tu as testé d'ailleurs les bots? Est-ce que tu as regardé comment ça fonctionnait? Est-ce que tu penses que c'est un outil pertinent ou finalement est-ce qu'il faut surtout éviter de les toucher? Alors, j'ai jamais testé de bot sur mon compte actuel. J'ai acheté par contre des abonnés à l'époque, mais j'avais en 2014, donc quand j'étais au lycée, c'était encore mon compte perso. Je m'en souviens, j'avais acheté je crois 50 abonnés il me semble, mais à l'époque ça fonctionnait pas comme aujourd'hui. C'était plus un système où en fait tu t'abonnais à d'autres personnes, tu gagnais des coins, donc de l'argent fictif, et avec cet argent fictif tu pouvais acheter des abonnés en gros. Mais voilà, j'avais fait ça, j'avais testé, et puis en fait j'ai très vite compris que ça servait à rien, donc j'ai très vite arrêté. Aujourd'hui c'est plus simple, il te suffit d'aller sur Fiverr ou d'autres sites et d'acheter des abonnés pour que ça tombe direct. Donc j'ai jamais vraiment testé ces outils-là sur mon compte parce que je sais que c'est très dangereux. Tu peux très vite te faire littéralement bannir par Instagram, d'autant plus qu'en ce moment ils sont en train de parce que je l'utilise pas mais je m'y intéresse quand même beaucoup. Je regarde ce qui se fait, je reçois peut-être chaque semaine des demandes de partenariat d'outils comme ça. Donc je m'y intéresse, je regarde. Et en fait, Instagram est en ce moment même, donc depuis je crois un peu plus de 2 semaines, en train de faire une réelle mise à jour par rapport à ça et de supprimer littéralement, normalement, toutes les applications ou toutes les relations entre Instagram et les applications d'achat d'abonnés et d'automatisation. Donc je sais pas jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, parce que moi j'utilise des applications d'automatisation comme Later pour planifier mes posts. Donc j'espère qu'ils vont quand même pas aller jusqu'à ce genre d'application parce que ce serait dommage. Mais Later leur paye des droits en fait, oui. ils sont partenaires officiels, donc je pense que tant qu'ils sont sur de la programmation de posts, messages, de posts, etc., je pense qu'ils seront tranquilles. C'est quand s'ils commençaient à vouloir automatiser en fait la discussion et l'interaction, où là je pense qu'ils se feraient bannir, et je sais pas si l'API d'ailleurs le permet, puisque la plupart de ces robots en fait se font passer par des utilisateurs classiques. Là tu vois par exemple j'avais testé Combine.
qui a priori fonctionne de moins en moins bien d'ailleurs cette histoire. J'ai vu des gens qui trouvaient que ça fonctionnait moins bien, mais ce qui doit venir aussi d'Instagram, hein, tout simplement, qui bloque un peu les choses. Combine, finalement, c'est un navigateur. Il se comporte comme toi en tant que navigateur, qui vient naviguer sur les comptes, qui met un message, etc. Et encore que, attention, Combine, hein, pour ceux qui en ont entendu parler, les commentaires qu'on peut lui demander de mettre, on peut avoir des commentaires un peu automatisés. Mais on peut mettre un vrai commentaire, c'est juste que lui, il va les espacer. Donc, c'est de la semi-automatisation. Ok. Ce qui est un outil alors qui marche en plus sur Mac, mais il doit marcher sur PC aussi potentiellement. On va dire, je vais aimer 50 photos, mais au lieu d'aimer 50 photos d'un coup, en fait, il va espacer les j'aime. Il va aussi, on va lui dire, je vais commenter telle photo. Alors, soit avec des modèles prédéfinis, soit avec à chaque fois un vrai commentaire. Et on pourrait utiliser la méthode de Gary Vaynerchuk, hein, avec Combine. Hein. À chaque fois, je dis, sur cette photo-là, je mets tel commentaire. Lui, par contre, il va les espacer, en fait. Voilà, il va faire un truc comme ça. Mais même lui se fait passer finalement pour ton navigateur. Donc je pense que tous ces outils-là, effectivement, peuvent avoir du mal. Mais par contre, il faut dire un truc, c'est que c'était une technique. Et pourquoi ils sont aussi répandus, c'est que d'une part, c'est simple à programmer, ces outils-là. Et on peut en trouver très facilement. Et pourquoi il y a plein de gens qui se lancent dans le service et qu'ils achètent un robot et ils le relouent à d'autres gens, hein, tout simplement. Ouais. Et en plus, c'était extrêmement efficace. C'est-à-dire que quand tu le fais tourner sur un site, sur un compte, tu te rends compte que ça marche. C'est ça le pire. Ah bah oui, parce que quand tu as des chiffres qui sont impressionnants, il y a des outils avec lesquels tu peux laisser, je sais pas, peut-être une centaine, voire plus même de commentaires à la journée, plusieurs centaines de likes. Tu peux faire du follow and follow à foison. Donc forcément derrière que tu as des retombées qui sont impressionnantes. Ça évite le travail chronophage de faire tout ça à la main. Après, pour en revenir à ce que tu me posais comme question, je pense que aujourd'hui, c'est des outils qui vont être amenés à disparaître parce que Instagram n'a pas envie de ce genre de choses. Les utilisateurs ont de moins en moins envie de ce genre de choses. Donc je pense qu'utiliser ce genre d'outils aujourd'hui, c'est quand même mettre en péril son compte pour finalement éviter de travailler. Pour moi, ceux qui utilisent tout ce qui est automatisation de follow and follow, de commentaires, etc. Premièrement, c'est pas très efficace dans le sens où l'utilisateur moyen qui comprend un petit peu, un minimum la plateforme, va savoir que c'est un commentaire automatique. Et moi, personnellement, il y a rien qui m'horripile plus que ça, de recevoir un commentaire d'une personne qui me dit waouh, super photo, j'adore ton compte, passe me voir. Ce genre de compte, je bloque directement. Donc en fait, la personne croit laisser un commentaire pour récupérer un abonné, sauf qu'au final, elle perd plus qu'un abonné parce que je la bloque. Pour tout ce qui est aussi follow and follow, quand je vois un compte qui a 5000 abonnements, pareil, c'est rédhibitoire pour moi parce que je sais que c'est une personne qui cherche juste les likes, tu vois. Donc je pense que pour l'utilisateur moyen aujourd'hui qui comprend un petit peu comment fonctionne Instagram, d'autant plus que ça se répand de plus en plus ce genre de stratégie, en fait ça devient de moins en moins efficace finalement. Donc à mon avis, le mieux c'est de rester sur des méthodes qui sont saines, et la plupart des gens qui utilisent ce genre d'outils, c'est comme tu as dit, par souci ou par raison, on va dire, de simplicité, et finalement de pas avoir envie de trop travailler non plus. Parce que t'as pas besoin de poster de belles photos, t'as pas besoin de... Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un outil qui travaille pour toi, toi tu peux passer tes journées tranquillement sans avoir besoin de bosser. Alors qu'aujourd'hui Instagram, ça demande du travail. C'est ce que moi je dis à mes élèves. J'ai des formations, avant qu'ils les achètent, je leur fais bien comprendre que c'est pas magique, qu'il y a des stratégies, que ça te prend du temps, qu'il faut poster du bon contenu, qu'il faut interagir avec son audience. C'est que tout ça, mine de rien, c'est du travail. Mais si on fait le travail comme il se doit, on aura des résultats derrière. Et oui, c'est ça fait partie des... Alors, des fois, il peut y avoir des petits raccourcis. On cherche... Alors, soyons honnêtes, hein, tout le monde cherche les raccourcis pour voir si, à un moment donné, on peut pas gagner très rapidement. Il fut une époque où le plus beau raccourci d'Instagram, c'est quand il recommandait le compte et qu'il était, il était recommandé à l'inscription des nouveaux utilisateurs. Et là, c'était le jackpot, hein, pour ceux qui ont bénéficié de ça. Moi, je raconte toujours une anecdote. J'ai une étudiante qui a peut-être gagné 30 ou... Ouais, entre 20 000 et 30 abonnés dans la journée, hein, quand son compte a été recommandé par Instagram. Mais elle avait déjà, je crois, 12 000 à l'époque. Ouais. T'as déjà un effet levier intéressant. Ouais, elle était en cours devant moi et son téléphone s'est mis à vibrer, mais elle était obligée de l'éteindre tellement il vibrait avec les notifications en permanence. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'aurais reçu un mail comme quoi je suis compte recommandé. Alors, je sais plus comment ils appelaient ça à l'époque par Instagram. Ouais. Et des gens qui en ont profité aussi, c'est le chocolat des Français par exemple, comme compte Instagram, comme Marc qui en avait profité aussi.
Et c'est vrai que d'un coup, son nombre d'abonnés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle regardait, elle en avait gagné 2000, 3000, 4000 de plus. C'était impressionnant. Et elle les a pas perdus. Hein. Ils sont toujours là. Alors bien sûr, ça diminue, ça va et vient, mais Ouais. son lot de gens qui a été recommandé finalement continue à suivre. Et elle bâtit vraiment son métier dessus, hein, sur cet accélérateur. Mais elle avait déjà fait le travail avant de faire des photos, d'avoir un Voilà, compte. c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas recommandé un compte merdique, j'ai envie de Ouais. dire. Ils avaient recommandé un compte qui était pertinent et intéressant. Et je crois que c'est par rapport à revenir sur ce qu'on disait sur IGTV, hein, c'est qu'il n'est pas impossible qu'un jour ou à un moment donné, Instagram pousse des vidéos IGTV très fort, Mais vraiment très fort. il faut pouvoir encaisser derrière. C'est ça Voilà, le truc. et qu'il faut pouvoir encaisser, et qu'en fait, il faut créer sa chance, et que au cas où ils se mettent à pousser des choses et qu'ils cherchent des contenus à mettre en avant fortement, etc. aussi, et ben ils mettront en avant que des contenus qui valorisent finalement cette plateforme-là, qui sont intéressants, qui sont pertinents, qui ont une qualité minimum au niveau de l'intérêt, etc., qui ont déjà de l'interaction. Donc ce qui veut dire que le travail à faire avant, dans tous les cas, eh ben, on ne peut pas y échapper. Et je crois que ça fait partie des grandes leçons de la création de contenu, mais de l'entrepreneuriat et En général. beaucoup de choses aussi. Mais on pourrait le dire aussi pour le sport, hein, par exemple. Et dans plein de domaines. Et à un moment donné, il faut se retrousser les manches aussi. Allez, avant de terminer, tiens, j'ai une petite question. Est-ce qu'il faut acheter de la pub ou pas, d'après toi? Est-ce que c'est intéressant comme levier pour accélérer un petit peu sa visibilité sur Instagram? Moi, je pense pas. En fait, la pub, comme son nom l'indique, c'est de la pub. Ça veut dire que déjà, premièrement, faut de réelles compétences parce que tu fais de la pub Facebook. En fait, les gens pensent que il faut juste cliquer sur le bouton promouvoir de leur compte, tu sais, pour en fait dépenser 5 euros et toucher 50 personnes. Mais à la base, c'est de la pub Facebook. Ça veut dire que ça demande des compétences. Et comme toute pub, derrière, tu dois calculer un retour sur investissement. Donc, il y a un objectif. Cette pub, elle doit avoir un objectif. Soit elle est de te faire connaître, soit elle est de gagner de l'argent, soit elle est de faire rentrer des gens dans X ou Y programme, peu importe. Donc, la pub, c'est efficace, mais si t'as un objectif derrière. Sauf que 99% des gens qui promouvoient leur post sur Instagram le font par pur plaisir ou par pure envie d'avoir plus de likes sur une photo précise. Donc, je pense que c'est utile d'en faire quand réellement t'as un objectif derrière. Moi, je compte en faire, mais le jour où j'aurai des programmes à vendre, etc., là, je pourrais calculer vraiment un retour sur investissement et savoir ce que je fais. Mais sinon, j'en ai jamais fait. J'ai peut-être dépensé 3 euros, je crois. Et 3 euros, t'as quoi? Tu récoltes 50 likes. Et en fait, une fois que t'as récolté 50 likes, tu comprends que ça sert à rien. Donc, je pense que ouais, c'est utile, mais il faut savoir en faire. Oui, alors ça soigne aussi les vanity metrics de certains qui vendent leur impact, leur influence, et Oui, qui, aussi, oui. quand ils ont une photo qui marche pas trop bien, bah ils se disent il faut quand même que je livre les likes, hein, j'ai envie de dire que j'ai promis quoi. Avant, ils faisaient de la pub, maintenant, ils achètent des likes. C'est moins cher. Oui, oui, alors je le dis hein, pour ceux qui cherchent un petit peu, vous allez sur Google, vous cherchez à acheter des likes, Ah oui, tu mets partout, ça se trouve. vous achetez 500 likes sur une photo pour $1 ou $2, quelque chose comme ça. Vous en avez même 50 gratuits, hein, c'est le cadeau de bienvenue, ça leur coûte rien, mais ça vous gonfle les vanity metrics, ça vous gonflera pas grand chose de plus, hein, je pense, sincèrement, faut le dire. Mais si vous avez promis d'avoir 100 likes ou 200 likes ou 5000 likes sur une photo, c'est facile à tenir. Hein. C'est pour ça que l'objectif Vanity Metrics, il est simple à tenir, parce que finalement, il est facilement trucable, voilà, tout simplement. Alors que savoir si les gens derrière, ils envoient vraiment un message pour commenter, si c'est des gens qui sont à l'autre bout du monde et des robots, ils n'importeront pas des commentaires, c'est pas eux qui achèteront, etc. Donc c'est la limite aussi des fois de la pub. Moi, je sais que dans ma carrière de créateur de contenu, j'ai très très peu acheté de pub pour promouvoir mes contenus. Et je disais d'ailleurs que si c'est juste pour générer un peu de trafic sur son site, souvent c'est de l'argent perdu, tout simplement parce que on peut faire venir des gens sur son site, mais à une condition, c'est qu'on ait une stratégie plutôt inbound, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sur son site, faut savoir ils nous laissent un mail, on les transforme en quelque chose. Voilà. Mais si on les transforme pas en quelque chose et que c'est juste pour dire, aujourd'hui j'ai eu 100 visites, ça sert à rien. Ouais, franchement, ça vous gonfle l'ego, mais pas très longtemps, ça vous vide les poches. À la limite, investissez plutôt sur de la formation, sur des outils pour apprendre à faire mieux les choses, etc. Peut-être une meilleure application pour retraiter vos photos, je sais pas quoi, ou tout simplement la compétence de mieux gérer son compte. Alors, tiens, allez, on va finir en vraiment des réponses rapides. Si on regarde ton compte, on verra que
tu marches par série de photos, hein, par exemple, il y a 5 photos où tu as la même chemise, etc. On voit que c'est le même lieu, etc. Ouais. C'est un conseil que tu donnes pour arriver à tenir la régularité, c'est-à-dire de dire on fait des grosses séries de photos, puis après on les repartage au fur et à mesure. En fait, ouais. Moi, je pense que aujourd'hui, le plus gros problème de la plupart des gens avec Instagram, c'est vraiment ce problème de post et donc de temps, en fait, de se dire j'ai pas le temps de poster, j'ai pas de photos, etc. C'est juste un problème d'organisation, ni plus ni moins, dans le sens où t'as un ami ou moi, beaucoup de photos que je shoot tout seul, moi et mon trépied, et ça reste quand même des photos qui passent très bien sur Instagram. En fait, je pars en général 1 heure. Donc si c'est un shoot, c'est 1 heure. Si c'est moi, c'est 30 minutes. Et je shoot une dizaine de photos peut-être. J'embarque avec moi plusieurs vêtements, etc. pour essayer de varier un peu les photos, pour pas que les gens se disent c'est la même photo le même jour. Et comme ça, mine de rien, en 1 heure, si je fais ne serait-ce que 10 photos, ça me fait 2 semaines de publication. Donc je pense que c'est vraiment un problème d'organisation et que si tu t'organises bien, tu peux avoir des stocks de photos. Encore là, moi, j'arrive à publier beaucoup de photos, mais si j'ouvre du coup Lighter que j'utilise pour planifier mes posts, j'ai encore peut-être 200 ou 300 photos en stock que je vais pas publier parce que j'en ai déjà publié pas mal de ces shoots-là. Mais dès que je sors d'un shoot, par exemple, il y en a un que j'avais fait à Paris l'autre fois, je suis sorti avec 87 photos. Donc 87 photos en une matinée, ça te fait quand même pas mal de contenu à partager, tu vois. Oui, ça fait du stock. C'est comme aussi, j'avais vu un jour un YouTuber qui faisait des vidéos et qui montrait qu'entre chaque vidéo, il changeait de t-shirt pour que ça fasse pas le même jour. Ouais. En fait, il faisait, allez, je crois que c'était 5 vidéos dans la matinée, tu vois, un truc comme ça. Et ou peut-être même plus. Hein. Attention, c'était une vraie machine à produire, mais il produisait comme ça. Et en fait, à chaque fois, il changeait de t-shirt. Et hop, il refaisait une autre vidéo et il montrait les coulisses de ça. Et donc les gens avaient l'impression qu'au final, il faisait du quotidien ou presque. Sauf qu'en fait, non, il faisait du quotidien. Il faisait je crois qu'il publiait ça, tu vois, il faisait samedi ou un truc comme ça, il faisait ça C'est ça. Un gros package, et ensuite il montait, je crois qu'il montait pas tout lui-même en plus, t'as qu'à voir le truc. Mais par contre, à chaque fois il avait son t-shirt qui était différent, donc on a l'impression que finalement C'était un autre jour. C'était un autre jour, donc il changeait les jours, etc. Et c'est vrai que ton astuce, à retenir, moi par exemple je suis parti courir ce matin, je suis revenu avec 25 photos, Ouais, tu vois. dans les champs, etc., mes chaussures, etc. Alors j'en ai un stock, j'ai 45 000 photos sur mon téléphone pour donner un ordre d'idée. Ah, quand même. Voilà, mais effectivement, il y en a qui ne sortiront jamais. Oui, voilà. Après, t'as un tri à faire, etc. Mais au moins, c'est bien parce que ça te laisse un potentiel de tirer le meilleur de ce que t'as shooté. Ouais. Aussi. Et puis, tu vois, j'ai regardé dans mes archives, j'ai redémarré Unum, là, comme application. Ah oui, c'est pas mal ça. Et j'ai regardé, en fait, dans mes archives de l'an dernier, j'ai des photos, je me dis, ouais, j'ai des photos de l'été dernier que j'ai pas publiées, qui étaient super sympas pourtant. Et donc je vais pouvoir ressortir, on voit pas qu'elles ont 1 an ni rien, puisque finalement c'est des photos de paysages ou de choses comme ça, ou de mes pieds. Donc mes pieds n'ont pas trop changé en 1 an, quoique mes baskets ont changé, maintenant que j'ai plus les mêmes baskets. Oh mais tu grandis plus des pieds déjà. Hein ? Tu grandis plus des pieds déjà. Ouais, je grandis déjà plus des pieds, ouais, à mon âge, on arrête, on rétrécit un peu plus. Allez, pour là-dessus, alors t'en as parlé, tu utilises une application qui s'appelle Later, qui est une application pour programmer les posts, hein, finalement, c'est ce qui permet de tenir la régularité aussi. Oui, parce qu'au final, donc t'as 2 choix, c'est soit tu publies automatiquement si t'as envie de le faire, ou tu te mets une alerte si tu publies automatiquement. Je sais que en général, je fonctionne toujours sous forme de bloc quand je travaille. Donc lundi matin par exemple, donc moi j'ai mon stock de photos qui est déjà fait. Lundi matin, je planifie mes posts pour la semaine et tout est planifié. Ça veut dire que ma semaine sur Instagram est terminée le lundi matin en fait. Si tu mets auto-publication, je crois qu'en plus tu l'as en gratuit, parce que t'as une version gratuite et des versions payantes comme d'hab. Je crois qu'en version gratuite, mais moi j'ai en version payante dans tous les cas. Si tu mets auto-publication, lundi matin ton travail est terminé, t'as tes photos qui sont postées toute la semaine quoi qu'il arrive en fait. Et c'est génial parce que t'as plus besoin de penser à Instagram, si ce n'est alimenter des stories, ce que tu fais ta journée. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas Later, effectivement, ils publient. Alors c'est la différence avec les applications qui vous envoient une notification en vous disant qu'il faut publier la photo. Ça publie tout seul. Là, lui, il publie tout seul. Alors ils le font parce qu'ils sont partenaires. Hein. Ils ont un joli logo Instagram Partners en bas de leur page. Je pense qu'ils le payent, ce logo. Ah à mon avis, ouais, je pense aussi. Et c'est pour ça qu'ils l'intègrent aussi. Et puis il y en a pas tant que ça des partenaires. On peut citer. Il y a Planoly, Later, Buffer. On fait partie des partenaires. Ouais, mais ce qui est bien justement avec Later, c'est que ça publie automatiquement. Buffer, j'avais testé, mais on est encore sur de la notification. Non, alors Buffer maintenant ils ont changé en automatique. Okay. Il y a juste un truc dans le business model de Buffer, j'arrive pas à comprendre, mais si je comprends aussi pourquoi, c'est que alors dans Later, il y a la grille de prévisualisation, on voit la grille à quoi va ressembler avec un calendrier, etc. C'est très bien fait parce qu'on voit la tête de sa grille. Sauf
quand on met une vidéo qui va arriver, les fameuses vidéos IGTV qu'on va partager, Oui. qu'on ne peut pas programmer par ce biais-là, donc on sait que la grille va être un petit peu modifiée là-dessus. Buffer a cette fonctionnalité-là, mais a priori c'est sur l'abonnement à $100 par mois. Tu vois, le truc. Mais par contre, quand tu payes 9€, la publication automatique, et même, je suis pas sûr qu'en gratuit, il l'ait pas laissé, la publication automatique dans Buffer, ils sont bien partenaires, hein. Ils ont bien la fonctionnalité. Ce qui est pas le cas, tu vois, moi j'utilise CoSchedule pour partager tout mon contenu. CoSchedule ne l'a pas, et il passe par Buffer comme intermédiaire. D'accord. Donc t'es obligé de prendre un truc chez Buffer en même temps. T'as pas la grille de prévisualisation, tu vois, ils sont super limités, alors que Later est là-dessus beaucoup plus performant. Je conseille vraiment Later parce qu'il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont ouf, notamment d'analyse. T'as pas mal d'analytiques, notamment on en parlait sur les hashtags. Tu peux voir un petit peu les hashtags performants, etc. sur leur site. Il y a d'autres trucs qui sont bien, c'est aussi le partage automatique de stories. Tu peux planifier des stories. Ça c'est ouf. Tu peux planifier aussi des multiposts, des vidéos, etc. Donc pour moi c'est l'outil indispensable aujourd'hui qu'il faut utiliser quand on a Instagram. Oui, et puis alors ils ont une fonctionnalité, mais ça vous coûtera $19 par mois. C'est pas la première fonctionnalité, il faut vraiment commencer à rentrer dans le $19 par mois. Ils ont une fonction qui s'appelle Best Time to Post. Oui. Voilà, pour ceux qui se posent une question, etc. Donc d'après leurs analyses, etc., ils sont capables de vous dire à quelle heure il vaudrait mieux publier. Et je précise pour ceux qui connaissent pas, mais Later publie, vous pouvez aussi automatiser Twitter, Facebook, Pinterest, etc. Ils sont pas réservés à Instagram, mais c'est vrai que ils ont commencé par Instagram, je crois d'ailleurs, hein, c'est leur grande force, c'était Instagram. Et vraiment, c'est un outil qui est vraiment très puissant, et je recommande aussi la lecture de leur blog, qui recèle de beaucoup d'informations sur des astuces, sur plein de choses à partager. C'est vraiment un truc très intéressant sur ce plan-là. Bon, et ben je te remercie pour tous ces conseils. Alors on va terminer quand même dessus, c'est que ton métier c'est aussi de vendre des choses en ligne. Oui. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, t'as des conseils mais qui sont payants, hein. C'est ça. Donc on va en dire un petit mot parce que on a l'impression que tu nous as dit plein de choses, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses. C'est qu'on n'effleure que le sujet, parce qu'il faudrait encore en parler des heures. Ah oui. Il y a encore, en fait, c'est un peu le syndrome, comment on appelle ça, le Dunning-Kruger effect. Je sais pas si, je l'ai beaucoup utilisé, moi, notamment quand je vendais en argumentaire. Le Dunning-Kruger effect, c'est, ce sentiment quand tu découvres un sujet, au début d'en apprendre beaucoup et de devenir un expert, sauf que plus t'avances et plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a des choses à apprendre et que tu connais rien en fait. Et Instagram est souvent justement sujet au Dunning-Kruger effect, c'est-à-dire que les gens pensent qu'en regardant 2-3 vidéos YouTube, on s'y connaît énormément, alors qu'en réalité il y a encore beaucoup de choses, énormément à apprendre. Même moi aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, j'ai aidé des dizaines, aujourd'hui j'ai dépassé les dizaines de milliers de personnes gratuites, enfin avec mes formations offertes. Et j'ai encore moi-même je trouve énormément de choses à apprendre, tu vois. Ouais. Donc bien souvent il est sujet à ce problème-là. Donc on retrouve tout ça, si on va sur ton site on va trouver la formation, etc. Ouais. On va trouver la formation, donc je mettrai les liens en note d'épisode. On le trouve aussi par ton compte, parce que finalement on n'a même pas donné ton compte Instagram dans cette histoire. Il faut le donner quand même. Oui. Tony Neves, donc TonyNVS. Tout attaché. Tout attaché, ouais. Voilà, je suis en train de parce on m'a piqué le Tony Neves, donc j'ai dû un petit peu modifier. Voilà, donc c'est bien Tony, TonyNVS, hein. Voilà, ne mettez pas les E dans le Neves. Il faut enlever les E, en fait, c'est tout. Il faut enlever les E, donc ça paraît stylé comme ça, mais en fait, tu as juste de nous casser le mythe en disant que c'était juste une, pour arriver à pas parler. Mais ça aurait pu être stylé, hein, de le faire comme ça aussi, ça sonne pas si mal que ça. Comme quoi, hein, chacun, des fois, on a derrière les noms, on a des petites histoires qui sont pas aussi, marketing que ce que font les startups. C'est pas un beau storytelling. Ouais, mais dans 10 ans, quand t'auras tes baskets à ton nom comme Gary Vaynerchuk, tu pourras raconter l'histoire en pourquoi j'ai enlevé le E. Peu. Ouais, c'était pour que ça rentre sur la languette de tes baskets. C'est ça. Tu trouveras bien une histoire comme ça. Donc on trouve tout effectivement. Si on va sur ton profil Instagram, il y a bien sûr un lien dans la bio. On en a pas parlé parce que on pourrait dire beaucoup de choses. Oui, parce que ça change beaucoup. Je le change très souvent déjà le lien, donc. Faire des belles bios, etc. Enfin, il y a énormément de choses et autres. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour tes conseils. Un plaisir. Je suis pas certain de savoir si je vais être capable de passer mes 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ah bah.
On va essayer. C'est un vrai défi en fait. Mais je l'ai dit et puis je l'ai annoncé que 2019 c'était mon idée. Et en fait moi c'est vraiment pour un but, c'est cette fameuse swipe up. Si j'avais voulu la débloquer, je mettais 100 € pour acheter des fans. J'ai juste envie de le faire pas le coup. à la bonne manière. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en discuter avec toi, de t'inviter pour que tu nous donnes un petit peu quelques astuces. Et je suis sûr que tous ceux qui écoutent ce podcast ont découvert plein de choses. Ça leur permet aussi de réfléchir différemment à leur compte, etc. Et qui se rendent compte que il y a beaucoup de taf. Ouais. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais il y a beaucoup de taf. Ouais. J'ai envie de dire heureusement pour ceux qui aident, qui font du conseil dans ce domaine-là. Peut-être aussi malheureusement pour ceux qui pensaient qu'ils pourraient juste rajouter Instagram dans leur escarcelle, mettre ça à côté d'un compte Twitter automatique, etc. et faire tout en automatique. Instagram, c'est vrai que c'est pas un outil qui s'automatise facilement. Non pour moi, aucun outil ne s'automatise dans le sens où tu peux gagner du temps avec, comme on a dit, des outils comme Later, etc. Mais dans le fond, n'importe quelle chose demande des compétences et n'importe quelle compétence, ça demande du travail. Développer un compte Instagram, ça demande du travail. Donc après, il y a ceux qui vont l'accepter et qui vont travailler pour avoir des résultats, et il y a ceux qui vont vouloir bondir sur la prochaine occasion ou la prochaine plateforme facile d'utilisation avec laquelle tu vas pouvoir décoller très rapidement, jusqu'à se rendre compte que ça demande aussi du travail en fait. Et oui, et voilà, tout demande du travail. Et dites-vous que quand vous maîtriserez Instagram, peut-être faudra maîtriser un autre réseau. Je le donnais une anecdote, j'ai partagé sur Twitter. Le PSG annonce ses transferts de l'été en foot sur TikTok. Et voilà. Donc si ça se trouve, votre cible, si elle est jeune, parce que pour l'instant c'est jeune, il faudra peut-être aller sur TikTok. Donc une fois que vous aurez maîtrisé Instagram, vous direz peut-être il faut tout recommencer sur TikTok. Et allez savoir, une fois que vous maîtriserez TikTok, c'est autre chose. Moi qui fais du web depuis, j'ai 2 fois ton âge, donc j'ai commencé le web quand tu naissais. Donc je te demanderai pas ton année de naissance parce que je suis sûr qu'on va tomber dans le truc. Mais voilà, moi c'est mon truc, c'est ça. C'est un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un nouvel outil qui sort, etc. Et encore, dites-vous qu'un truc, c'est que à une époque on pariait sur la mort de Facebook au bout de 7 ans, c'était la durée de vie d'un réseau social, et qu'eux ils durent plus longtemps, mais l'outil change tellement souvent et Instagram change tellement souvent aussi que franchement l'Instagram des départs et l'Instagram de maintenant et l'Instagram de l'an prochain, sont pas du tout les mêmes outils. Ce sont des outils qui sont totalement différents et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre en permanence. C'est pour ça aussi qu'il faut aller apprendre aussi ceux qui passent plus de temps que vous à apprendre des choses, et qui s'entraînent et qui vous donnent un petit peu de leur expérimentation, voilà. Et c'est ce que tu as fait ce matin. Je te remercie énormément. Je remercie tous ceux qui écoutent cet épisode. N'hésitez pas à contacter ou à suivre Tony déjà et de voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis si vraiment vous avez besoin beaucoup plus pointu, je pense que ça vaut le coup de te contacter, de voir un petit peu comment tu peux les aider à aller plus loin avec leur compte. Parce que il y a beaucoup de choses et je pense que il serait pas inintéressant de se reparler dans quelques temps, non pas pour voir comment moi j'ai évolué sur mes 10 000 abonnés parce que ça tout le monde peut le voir directement sur mon compte, mais je suis sûr que si on faisait un épisode en décembre, la moitié de ce qu'on vient de raconter, on pourrait encore modifier des choses. Oui, c'est sûr. Stratégiquement, il y aurait encore beaucoup changé. de choses, bien sûr. Déjà, depuis le début d'année à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, voilà. Mais ça va donc aller très vite. je te propose qu'on se donne un rendez-vous pour le mois de décembre et moi en attendant je vous souhaite à tous une très 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 belle journée ou une très belle fin de journée sur le moment où vous allez écouter cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Salut.